every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. OK, hey, on fait une petite ouverture un peu moins longue parce qu'on vous donne 55 minutes de Joe Hamel aujourd'hui. Et de temps en temps, on fait des petites surprises comme ça. Donc, 55 minutes de Joe. On a également un bout de boîte avec Jerry un peu plus tard. Donc, vu qu'on a pas mal de stock à vous offrir, on ne perdra pas de temps dans l'opening aujourd'hui. Juste faire le tour de quelques affaires qui sont arrivées dans les dernières minutes à l'heure où on se parle. Tabarnak, je viens de tourner. On a des TV d'ouvertes. Je sais que tu as des TV derrière toi, puis des TV devant toi aussi. J'avais ABC News à ma droite et je viens de voir des photos de... Ça vient d'arriver live, excusez-moi, c'était pas planifié. Je viens de voir des photos de Madonna et de Elton John, un à côté de l'autre. Y a-t-il quelqu'un qui est plus mal vieilli que Madonna? My God! Je me demande si mettons, j'ai pas le choix, là. Mettons, j'ai pas le choix, je suis condamné à avoir une relation sexuelle avec soit Elton John ou soit Madonna. C'est ça ma punition. J'ai fait quelque chose de très, très grave. Et le juge dit, tu dois absolument avoir une relation sexuelle avec soit Elton John ou soit Madonna. Est-ce que ça vous décourage si je vous réponds que je prendrais Elton John? Okay. Ça fait quoi de... Ça me rend comment, ça, là? Je veux dire... Ben, Madonna, moi non plus, je suis pas... Non, toi, en plus, je sais que même Belle, ça ne disait rien, mais je suis pas sûr qu'elle a déjà non, été mais belle. c'est ça, j'ai pas... non. Non, mais je sais pas qu'est-ce que ça fait de moi. Ça fait-tu de moi un genre de gay refoulé ou je sais pas, mais elle est épeurante, Chris. Elle est vraiment... Elle a l'air... Elle a pas l'air propre. Elle a rien. Elle a rien. Je sais pas... Tu sais, je sais pas si tu as vu... les photos de comment... regarde, dans cette époque-là, OK, on va prendre un exemple. Il y en a plein d'artistes. Hein. Hey, en passant, j'adore quand TikTok, on tombe sur des bouts. Les gens qui font des montages sur TikTok. C'est incroyable, la création des humains. Comment on a... Tu sais, les gens qui pensent que pour créer quelque chose, ça prend des subventions, puis il faut que tu montes de quoi... Alors que TikTok, c'est venu au monde de rien. C'est parti. C'était même pas le but initial de TikTok d'être ce que c'est aujourd'hui. Le but de TikTok, en Chine, ça l'est toujours. Il y avait un côté éducationnel un peu. Même chose pour Jerry. OnlyFans. OnlyFans, c'était pas supposé être une affaire de cul, là. C'était pas ça au début. Au début, c'était pas ça. C'était pas ça, là. Et TikTok, ben c'est ça. Les gens font des affaires. Ben souvent, c'est des gens qui ne font aucun argent avec ça. Ils n'ont pas assez de following pour ça ou encore sont pas assez commis pour ça. Mais j'adore quand les gens prennent, puis on peut les voir aussi sur les Reels de Facebook. Là. Mais tu sais, on va prendre une année, mettons 1985, 17 mars 85, voici les top 10 de la semaine. Et là, je tombe là-dessus, tu sais, puis quand tu n'écoutes un, qu'est-ce qui arrive? Ben là, les autres suivent tout. Tu comprends? Donc là, tu as les autres semaines qui arrivent. Et là, tu regardes ces années-là, les années 80, là. Puis le plus capoté, c'est que une semaine... J'enlève le country, Jerry. J'enlève le country qui produit beaucoup de hits en ce moment. Mais j'enlève le country. Mais je veux dire, il se produisait plus de hits. Le top 10 de une semaine en 85, en 82, en 89, en 80... Il y a plus de hits là-dedans qu'il y en a eu dans la dernière année dans le pop, là. Aujourd'hui. C'est complètement crazy, là. Il y en avait-tu de la production? Il y en avait-tu de la création? Il y avait-tu des affaires incroyables? Mais qu'est-ce qui faisait ça? C'est que les gens créaient de la musique pour vrai. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'ils ont, c'est-à-dire, même rajouter à ça les AI, aujourd'hui, ben, la création est complètement changée. Et une chance, le country a gardé un peu ce mood-là. C'est pas pour rien que tous les musiciens qui étaient dans les années 80-90, des bons musiciens de studio, des bons producteurs, sont tous maintenant à Nashville. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'on le sent dans le son. D'ailleurs, tu as vu Kane Brown cette semaine qui est une machine à hit. On me dit d'ailleurs, tu me dis, excellent show, un paquet de hits. Il manquait un peu d'énergie. Je t'ai dit, ouais, mais c'était la fin de son jeûne cette journée-là. Il a fait un jeûne de 2 semaines. Et le lendemain, il était à Montréal. On a vu le commentaire de Martin dans notre groupe qui a dit, hey, j'ai vu le même show que Jerry de Kane Brown. Et à Montréal, il sautait partout.
Il était sur le nerf, sautait, il était... Donc, il avait mangé un sandwich, là. C'est pour ça qu'il y avait de l'énergie. Ouais, il avait mangé peut-être un steak, quelque chose. Donc, ça lui a donné un peu de prots. Mais tout ça pour vous dire que... pourquoi je vous parlais de ça? Non, c'est Elton si John. mettons les années 80, OK, tu prends ça, là. Ah oui. Tu prends les années 80, tu prends... celle que j'ai en tête, c'est la chanteuse de... Tu sais, Walk Like an Egyptian, ou Manic Monday. C'était quoi ça? C'était les... Oui. C'était un paquet de filles, là. Il était toutes des musiciennes. Susanna Hoff. Puis le band, j'ai oublié le nom du band. Voyons, c'est... Les Bengals. Les Bengals! OK, gros band des années 80. On quoi? Il y a peut-être une dizaine de hits. Probablement que le plus gros hit, c'est Eternal Flames, qui est un énorme hit et qui est justement chanté par Susanna Hoff. Puis tu sais, Susanna Hoff, on la regardait, puis on la trouvait correcte, on la trouvait belle. Mais c'est drôle parce qu'on est tous appelés à venir lettre. OK, ça c'est... Faut le dire, là. On est tous appelés à venir lettre. Tout le monde va venir lettre. OK, hommes, femmes. Les femmes vont vous dire, vous autres, les hommes, vieillissez mieux que nous autres. Mais, excusez-moi, les femmes, dans les dernières années, il y a des femmes de 50, 60 ans qui sont extraordinaires. Donc, les gens font plus attention. Puis aussi la génétique, veux pas. Donc, tu prenais Susanna Hoff, la chanteuse des Bengals. J'aurais pu prendre 50 exemples de même. Il y a plein de belles femmes. Tu sais, celle des Go-Go's, là, Belinda Carlisle. Excusez-moi, elle a vieilli d'une manière extraordinaire. Ça a toujours été la mienne. Belinda Carlisle, c'est incroyable. La tune We Got the Beat, c'est-tu une tune, ça? Hein? Wow! Quelle band! Petite band un peu punk, pop, des filles. Jane Walden était là-dedans. Regarde, c'était vraiment un super band. Et allez voir sur Google. Prenez la photo de la fille des Bengals, Susanna Hoff. Vous allez voir les photos des années 80. Oui. Regardez maintenant regardez les photos des années 80. Prenez Madonna, OK? Prenez Madonna. Allez marquer 80. J'allais plutôt trouver des... Moi, personnellement, Madonna, j'aimais la trouver belle. Mais j'allais trouver des photos pour dire c'est une belle fille. OK, parfait. Elle n'était pas clean. Là. C'était le genre de fille qui avait du poil en dessous des bras puis qui se faisait sécher quand elle avait chaud, elle se faisait sécher dans des séchoirs de bain. On voyait ça dans des vidéos. Puis, vous regardez Susanna Hoff. Susanna Hoff, elle, dans les années 80, était assez straight. Tu disais, c'est une belle fille, mais tu disais pas, Susanna Hoff, c'est une calisse de belle fille. Tu disais pas ça, là. Il y en a qui pouvaient dire ça de Madonna parce qu'elle avait un côté sexy puis un côté plus... Très sexualisé, Madonna. Très sexualisé. Voilà. Mais allez chercher les photos d'aujourd'hui, à 60 ans. Alors, à 66, Susanna. Susanna Hoff, à 66 ans? À 66. Elle est extraordinaire. Alors c'est très, très jolie fille. Très jolie fille. Comparé à Madonna aujourd'hui, là, avec les pins, les patentes, non, l'autre est perdu. Là. Complètement perdu. Les patentes. Là, c'est une espèce de dérape d'artiste. Puis je comprends que c'est des artistes, tout ça. Mais c'est Madonna, elle a mis deux pieds. Elle avait un pied du côté sexe. Là, elle a mis deux pieds. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui... complètement dérapé. Complètement dérapé. Ben, je veux pas le dire en ondes parce que Christophe... tu peux le dire. On peut y aller, on fait un... C'est défraîchi puis c'est usé. Là. Oui, complètement usé. Je vais le dire d'une manière polie. Non, c'est parce qu'elle a probablement brûlé la chandelle par les deux bouts, puis tout le patente à travers, des expériences vegan, des expériences de ci. Toutes les vegans vieillissent plus vite, là, en passant. Désolé là, pour ceux qui le sont. Là, donc, ça... Mais les femmes plus classiques jeunes, OK? Je parle pour moi, là, OK? Les femmes plus classiques jeunes vieillissent mieux. Oui. Que les femmes plus sexualisées jeunes... Qui essaient de garder leur côté sexualisé longtemps. Ça fait plus du tout. Là c'est les t'en nommer une autre. Amy Grant. Amy Grant qui a eu ses hits. J'ai joué Amy Grant des années 80. Bon, par après, on s'est rendu compte qu'elle était plus Christian que pop singer. Mais en fait, tu sais, le gros hit qu'elle a fait avec Peter Cetera, chanteur de Chicago. Gros hit. Puis elle était straight. Là. Et elle, quand David Foster est arrivé avec la toune, elle a dit ouais, mais avant, j'aimerais rencontrer Peter Cetera. Elle voulait discuter des valeurs. Elle voulait pas être à côté à quelqu'un qu'à savoir dans 5 ans qu'elle allait déraper. Comprends-tu?
Puis tu regardes Amy Grant aujourd'hui, qui est encore très active, puis qui fait encore beaucoup de musique. Tu regardes aujourd'hui et tu te dis, tabarnache, t'as l'impression qu'elle n'a pas changé. T'as l'impression que c'est la même fille que dans les années 80. Pareil. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a beaucoup, mais tu as raison. C'est habituellement les filles plus classiques qui vieillissent mieux. Tandis qu'Elton John, ben lui, Elton, il n'est pas... mais les gars, c'est pareil aussi, hein, passant. Tu sais, les gars des bands rock qui avaient les cheveux longs, les hair bands, et qui ont voulu garder leurs cheveux longs jusqu'à 70 ans, ça n'a jamais fait. Bruce Springsteen, j'aime pas Bruce. J'aime pas Bruce pour ses patentes politiques. Mais pour le reste, j'adore Bruce. OK? J'adore Bruce. J'adore le style de Bruce. Oui, il vieillit bien, Bruce. Tu sais, c'est très New Jersey, là. C'est même encore plus New Jersey que Bon Jovi peut l'être. J'étais avec des amis qui sont du New Jersey il y a quelques semaines. Elle a dit, quand je travaillais au Dairy Queen, je servais Bruce. Donc, il connaissait de jeunesse, tu sais, pas tant de même. Donc, c'est très New Jersey, très New York, très... tu sais, Bruce Springsteen, excusez-moi, là. Es-tu bien vieilli, lui? Ben oui. Enlevez les affaires. Il est anti-Trump, il est pro-Harris, il est mêlé. Enlève ça, là. Enlève ça, OK? On y fait faire Born to Run, puis on le met sur le stage avec toute la gang, là. Il y a 75 ans, Springsteen. Chris. Bryan Adams, c'est un stud, là. Bryan Adams a toujours été un classique. Il vieillit bien, Bryan. Mais les gars qui avaient tu sais, les gars qui se sentaient obligés d'avoir les cheveux longs, puis là, les cheveux sont venus grichous, ou encore, ils l'ont fait coller un peu, etc. Ça n'a jamais été bon, ça. Ça n'a jamais été bon. Ça n'a jamais fait, là. Ça n'a jamais fait. Mais la photo que tu as vue là, de Elton John avec Madonna, parce que c'est l'histoire, c'est pour ça que cette quoi photo-là l'histoire, va faire... Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'eux autres... Parce que j'ai vu passer vite à la TV, là. Oui, cette photo-là va faire le tour du monde, parce que c'est une histoire qui date de 2004. Ils sont en chicane l'un et l'autre depuis 2004, et là, ils ont enterré la hache de guerre. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont en photo ensemble, parce que c'est une histoire que, ce que j'ai compris, là, je n'ai pas fouillé plus ce qu'il faut, mais c'est ce que j'ai compris, c'est que en 2004, 2005, dans ces années-là, là, OK, Elton John a dit, ouais, Madonna, quand elle fait des shows, ça chante pas. Tu sais pas ce qu'on comprend? C'est comme... C'était du genre de lip-sync. Genre de lip-sync. Elle fait des shows, mais elle chante pas. Il dit, quand je fais des shows, je chante. Un peu comme Céline. Un peu comme ça. Oui. C'est plus un show de danse, là, genre comme Claude Dubois avait vu, là. Ah, moi, j'ai adoré ça. Elle se faisait enlever par un fif qui la soulevait dans le ciel sur le coussin, puis un autre fif la repognait. C'était extraordinaire. Ben, ça, c'était pas le show de Madonna, mais c'était le show de comment ça s'appelle, voyons, la pop singer là, qui danse quasiment tout nu tout le temps sur Instagram. Britney, bitch! Là, c'est Britney Crazy. Bon, petite Britney. Et ça, c'était live à TVA. On s'ennuie de cette époque-là. OK, donc, ouais. Mais je pense qu'il n'y avait pas tort, là. En fait, c'est que dans sa réflexion, Elton John de l'époque, c'est de la merde à pogner là-dessus. Puis lui, il dit, tu peux pas charger le gros prix quand tu chantes pas. Donc, Madonna, ça fait des spectacles, ça devrait pas être cher. C'est ça qu'il voulait dire. C'est ça qu'il a dit. Là, Madonna a pogné les nerfs. Ben oui. Donc là, la chicane, elle dure depuis 2004. Fait que c'est... On dit... Oui, pour vous montrer comment Madonna, c'était pas tellement la mienne. Hey, j'en ai vu des shows parce que, tu sais, j'ai organisé des shows, j'ai fait des autobus de shows. On a fait des autobus, j'en ai fait dans des Christie d'autobus. J'ai commencé à faire des autobus, j'avais 16 ans, là, OK? Donc, les autobus de show, les shows à New York, pas à New York, mais à Montréal, les shows à Québec. On faisait beaucoup de... Donc, on était 4 chums qui faisaient ça. Puis par après, quand j'ai commencé à travailler à la radio, plus tard, j'ai commencé à être celui qui organisait... j'ai continué ce qu'on a fait pendant des années via les stations de radio. Donc, on partait souvent, show de Pink Floyd, 10 autobus. Donc, souvent, j'allais même à des shows que je ne voulais pas voir. Puis Madonna au Stade olympique en 1980, ça se peut-tu 92? Madonna 91, 92 à peu près. Donc, c'est ça, on fait, c'est une station de radio pop, là, donc on fait des autobus. On monte là 10 autobus. Moi, en partant, le Stade olympique pour voir un show, j'en ai vu
J'ai vu Springsteen, j'ai vu Genesis, j'ai vu Pink Floyd, j'ai essayé de le voir, mais j'étais trop sur le party. Toutes les shows que j'ai vus au Stade olympique, ça a toujours été une catastrophe. Le son est dégueulasse. Mais là, j'essaie de m'en tirer, puis là, il y a un gars qui dit non, il faut que tu aies occupé des autobus. Il y a quand même beaucoup d'autobus, puis on n'a pas beaucoup de staff, donc si on veut pas trop perdre le bordel, il faut que tu sois là. J'ai été voir le show de Madonna au stade. Et j'ai pris de la bière pas loin du stand de bière avec une fille que je trouvais de mon goût, qui s'appelait Caroline, que je salue. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé avec elle, mais c'est une vieille chum. Donc, j'osais avec Caro toute la soirée, puis elle non plus, je ne sais pas pourquoi elle était là. Peut-être que je l'ai emmenée, puis j'avais un billet de trop, je ne sais pas. Mais je sais qu'on n'a pas vu le show. Je peux pas te dire si... Je peux pas te dire vraiment si... J'entendais patente, là, j'entendais les tunes qu'on connaît, là, j'entendais Like a Virgin, mes affaires de même, mais ça m'intéressait zéro. Donc, même si on ne se connaissait pas, toi et moi, on aurait probablement eu un point en commun dans ce temps-là, c'est qu'on n'était pas des méga fans. Mais je suis capable de dire que j'ai joué du Madonna à tonne, là. J'ai joué du Madonna à tonne, j'étais DJ, esti. Donc, pas le choix. C'est une carrière inimaginable, là. C'est-à-dire, j'enlève pas sa carrière qui est tout à fait capotée. Mais moi, c'était pas mon style, puis je l'ai... C'est-à-dire, j'ai jamais... On va dire comme... Tu l'as jamais... En bon québécois, on l'a jamais blairé. Voilà. J'ai toujours trouvé douteuse un peu. Donc, je sais pas ce que ça fait de moi, là, mais si j'ai à choisir entre Elton John puis Madonna, que la photo que j'ai vue tantôt, je prends Elton John. Donc, pour vous dire, peut-être que... choisir Elton. Peut-être que je suis rendu bi puis je suis pas au courant. Donc, that's it. Mais la raison pourquoi je voulais vous parler, que je me suis tourné à la tête puis que j'ai vu la photo, c'est niaiseux pareil, comment ça passe de faire, c'est que je voulais voir le score de la bourse, OK? Je voulais juste voir si on était toujours dans le vert, si on était toujours aux alentours de 1000 points, 900 points, mais 1100 points, dépendamment de comment ça joue. Et oui, on l'est. Est-ce que tu penses que c'est calmé, mon ami Jerry? Ça va brasser, là. Ça se peut qu'on s'en ait dans des journées bizarres, hein? On va avoir beaucoup de journées bizarres. Ouais, hein? Parce que les graphiques, comme je t'expliquais un peu du côté technique, les graphiques, ce sont cette petite tornade-là a scrappé beaucoup de choses dans les graphiques. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Quelle direction qu'on va prendre? Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup justement, on va avoir beaucoup de up and down. Aujourd'hui, ça fait du bien parce que là, tu te dis, coudonc, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Ça arrête. C'est parce qu'à un moment donné, si ça n'arrête pas de tomber, ça envoie le message. Politiquement, c'est quasiment insoutenable pour Trump. Don Jones prend 1000 points aujourd'hui. Ça veut dire, exact. À date. Là. Ça veut dire, mais comme je dis, à un moment donné, il faut qu'il y ait un genre de stop. Mais le stop, il Il est très fragile. C'est sûr qu'il est fragile. Mais tu comprends-tu qu'au niveau politique, pour Trump, c'est une bonne journée dans le sens que tout le monde savait que c'était ballonné, que le marché était ballonné depuis un bout. Depuis l'élection, en fait. Il y a eu une ballonne qui s'est formée, puis il devait y avoir une correction. Oui. Sauf que c'est facile de coller ça sur Trump pour les adversaires. T'sais, nous autres, on l'a fait un peu avec Biden quand c'est arrivé en 2022, il faut le dire. Là. Chacun de son bord, on prend nos affaires. Là, on le fait. Mais pour lui, au sein de sa gang, que le monde pense encore, mais au sein de sa gang, parce qu'il y a facilement deux visions, on va en parler avec Joamel tantôt, il y a deux visions dans la gang de Trump. Il y a des gens plus comme moi. Puis j'imagine que je ne t'ai jamais vraiment demandé, mais je pense que tu es pas mal comme moi à ce niveau-là. On est plus des gens de libre marché, puis on est des vrais libéraux. On n'est pas la marque libérale, là, pas Carney, là. Libéral dans la définition du Weber puis du Larousse. Là. Donc, on est des gens de pas de tarifs, pas de taxes, le moins possible, le moins d'impôts, le moins de gouvernement, etc., etc., etc. Donc, quand tu es comme ça, viscéralement, puis qu'il arrive quelqu'un qui est plus péquiste dans sa manière, donc plus nationaliste, protectionniste, etc., etc., bien, il y a un clash. Mais à l'intérieur, chez les démocrates, il n'y en aurait pas. Mais chez les républicains, tu as deux écoles. Tu as l'école de Rand Paul, tu as l'école de Musk, tu as l'école de quelques personnes probablement alentour de lui, puis tu as l'école des gens un peu plus comme lui, donc plus, on les appelle les péquistes américains, tiens. Donc Lutnick, Benson et aussi Trump. Donc, il y a comme un clash. Et là, veut pas, si ça se met à tomber, puis à tomber, puis à tomber, puis à tomber, puis à tomber, je comprends que le marché était hyper gonflé,
Mais si ça finit plus de tomber et que tu es dans un free fall, même si le gars joue tough, à l'intérieur, ça fait des cracks. Oui. Donc, pour lui, je pense que c'est une bonne journée. Puis il doit être... Il ne dira pas, c'est pas son style, mais en dedans de lui, de dire « Oh, elle fait du bien, celle-là. » Ça va calmer tout le monde un peu. Tu comprends, pardon? Puis vous voulez savoir c'est quoi une bulle? Je vais vous en montrer une bulle, moi. Combien Tesla les maisons au Québec en ce moment, là, bungalow à 600 000 avec une surenchère de 100 000, c'est une bulle. Là. Vous savez que c'est une bulle. Là. C'est-à-dire, oui. On la vit, cette bulle-là. Là. C'est Tesla. En ce moment, Tesla est au même prix que quand Trump est arrivé au pouvoir en novembre. Mais quand Trump est arrivé on part de novembre, début novembre. Là. L'action, on est quoi? 245$ pour Tesla, grosso modo. Ben, on se ramasse à la mi-décembre. T'as vu? Novembre, décembre, on l'arrête là. Le stock a presque doublé. Là. Il est monté à 488$. Alors que ça n'avait pas de rapport. Alors ça n'a aucun rapport. Le marché d'électrique est en chute libre partout pour tous les fabricants. Volkswagen est dans la marque, les compagnies de batteries s'écrasent, etc., etc. La compétition chinoise à travers ça. Il n'y avait aucune raison de pour doubler que ça bulle stock de même. en 1 mois et demi, 2 mois. Aucune Mais raison. non. Ben, ça, c'est Tesla. Je prends l'extrême. Je prends Tesla. Parce qu'avec Trump et toute mais il y a plein de stocks comme ça qui ont ballonné là, de novembre à décembre, à mi-janvier, là, puis début février. Plein de stocks qui ont ballonné. À un moment donné, il y a une logique aussi. Là. Il y a une logique. Ouais, exact, parce que les ratios cours-bénéfices fait que, oui, tu peux endurer des ratios élevés sur certains stocks techno. Le marché peut partir sur une bulle à un moment donné, mais il y a toujours tendance à se corriger. Il va toujours se corriger. Exact. Thank you, man. Voilà pour notre opener. Beaucoup de stock à venir. 50 minutes avec Joe Hamel, divisé en 2 pour tout le monde. Et ensuite, c'est ça, on a la boîte avec Jerry. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Ah, la boîte du mardi, Jerry, je l'aime. Oui. Le lundi, mardi, j'aime la boîte parce qu'elle n'a pas de thème. N'a pas de thème. Et je sais ça. que tu m'amènes un paquet de nouvelles que toi, tu vois puis que moi, je vois pas. Donc, c'est un genre de... pour ceux qui sont en version live cheap, on fait ce genre de patente-là ensemble avec les radios Pirate News. De temps en temps, on vous donne un bout des radios Pirate News, mais généralement, 9 fois sur 10, les radios Pirate News sont exclusivement pour les membres de Radio Pirate. Et c'est 1h10, 1h20, 1h30. On a même fait 1h45 aujourd'hui. Donc, moi, j'amène mes nouvelles, puis là, on en discute ensemble. Mais j'aime quand Jerry amène ses propres nouvelles. Donc, tu commences avec quoi? On va parler de la bourse juste un petit peu parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, là, la bourse intéresse les journalistes de grands médias quand ça fait leur affaire. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils n'en parleront pas bien. On va en parler un peu parce que... Est-ce qu'on est en green, en genre ouais, de... à peu près 3%. À peu près 3% un peu partout. Là. Donc, sur les Mais ça, indices, c'est spectaculaire pareil. Que quand... Les bonnes nouvelles ne font jamais parler d'elles. Non. Tu sais, les bonnes nouvelles, mettons que... regarde... Bon, ça ne veut pas dire que c'est stabilisé pour tout le temps. Ben non. Mais je veux dire, le free fall est peut-être terminé. OK? Donc, le free fall, est-ce que ça a été un free fall? Est-ce que ça a été une correction? Je ne sais pas ce que ça a été. C'est 13%. Parce que si tu regardes dans l'histoire, mettons que tu pars de 1000... Parce qu'on sort toujours les statistiques. Hein, c'est ça. Quand il arrive des situations de même un peu particulières, on sort les stats. Donc, on sort les stats. Puis, les stats, on en fait ce qu'on veut. Parce que des statistiques de 1928, on s'entend-tu que c'est pas la même situation économique qu'aujourd'hui, mais quand même, c'est-à-dire, mettons, depuis 1928, donc si on regarde les stats, ben, la baisse du SP 500, ben là, on est à quoi? On était à 5925, grosso modo, là, on est à 5234, à peu près 13%. Ben, 13%, là, c'est la 5e plus grosse baisse pour les 60 premiers jours de l'année. C'est-tu des statistiques, ça?
Ouais. Donc, tu prends les 65 premiers jours de l'année, 13 % de baisse, c'est dans le rang, c'est le numéro 5. Donc, c'est pas rien. Faut le dire. Là. Mais en 2020... Comme j'ai dit, j'ai fait c'est hier que j'ai... Oui, hier, j'ai fait un podcast seul et j'ai expliqué mes états d'âme un peu, puis je vous disais, mettons que nous, on est pro-Trump. On aurait pété un plomb si ça avait été fait pendant Biden. Parce que quand c'est celui qu'on n'aime pas ou celle qu'on n'aime pas, on réagit toujours d'une manière différente. Donc là, c'est le party chez les médias qui n'aiment pas Trump. Comme nous, on aime taper sur, mettons, Biden, quand Biden a eu sa faiblesse économique en 2022. Rappelez-vous que les marchés, ça allait pas tellement bien. Là. C'était pas très chic. Là. C'était pas très chic. Mais là, aujourd'hui, c'est payback time. Parce que là, les médias s'amusent. Donc là, ouais. Puis là, beaucoup de monde. Combien tu penses que de monde m'écrivent? Puis ton Trump. Combien J'en ai 25 par jour. Oui. Puis ton Trump, tu en parles moins un peu, hein? Ils sont contents. Mais ils n'ont jamais parlé de Biden en 2022. Là. Non, c'est ça. Ils n'ont jamais parlé de Biden en 2022. Aujourd'hui, ils ne vont pas vous parler de la journée. Là. Mais ça n'arrivera pas. Là. Aujourd'hui, ils ne vont pas. Tu ne commenceras pas à leur dire, ben oui, la chicane aurait pu être évitée, ça aurait pu être autrement. Mais en passant, le marché était probablement gonflé à mort, puis petite correction va juste faire du bien. Ben oui. Mais là, tu t'es père, là. Il faut suivre le marché, il faut suivre la bourse. Moi, je suis là-dedans toutes les semaines. À un moment donné, depuis 1994. C'est un peu... J'ai passé à travers quelques tempêtes. Là. Faut le dire. De là, le fait que toi, tu es toujours très calme dans ces affaires-là. Je veux dire que c'est pas vrai. Oui. Oh oui, il ne faut pas s'énerver. 2020, on l'avait fait moins 23. Mm-hmm. Donc, sur les 5 premiers jours. En 1932, il avait fait moins 19. 2001, moins 16. Puis, les statistiques. Mais il faut regarder l'autre bout. L'autre bout, il peut être intéressant. Donc, je vous dis pas c'est ce qui va se passer. Je l'aime, ce bout-là, je l'ai vu. Qu'habituellement, après un drop de même au début d'année, ça part par en haut quasiment tout le temps, puis bien solide. Bien, 2020, on a fait un retour. On l'a baissé de 23 % sur les 5 premiers jours. Puis à partir du 66e jour jusqu'à la fin de l'année, c'est quand même une bonne ride, là. C'est plus 50 %. Donc, c'est du stock. 2032, on a fait plus 6 % le reste de l'année. Il y a du plus 4, plus 12. Donc, on voit que c'est mélangé, là, mais c'est tout du plus. Comprenez-vous? Donc, ça veut dire que tu as le carnage, puis après ça, tu finis l'année dans le vert. Est-ce qu'on finit l'année? C'est sûr que si tu perds 19 % puis tu fais un retour de 12 bien, tu finis l'année négative. Sauf que tu ne finis pas l'année avec un crash. Tu finis l'année dans le vert, donc tu as perdu peut-être 4-5 % dans l'année. Regarde, on peut en faire on peut dire ce qu'on veut, on peut faire dire ce qu'on veut des statistiques, mais c'est ça. Il y a un certain pattern établi là, que tu peux oui, exactement ça. Toutes les patterns peuvent être défaites, là, ça c'est clair. Chaque situation est différente, mais si le pattern tient qu'habituellement après une ride de même, ben, ça part par en haut, généralement. C'est sûr qu'une récession économique, autrement dit, ça va toucher certains secteurs précis de l'économie. Mm-hmm. Il y a d'autres secteurs peut-être qui peuvent en profiter un petit peu plus. Puis d'autres secteurs, je dis plus des stocks à la bourse. Là. Ça veut dire, quand ça va mal économiquement, tu as des stocks un peu plus, conservateurs. Le monde, ils vont commencer ils vont continuer à manger. Oui, exact. Ils ont besoin de papier de toilette encore. Oui. Mais Fink, le gars de BlackRock, il a dit très, très, très tôt ce matin qu'on est déjà en récession. Donc, il dit, les chiffres d'une récession arrivent toujours plus tard. Là. Mais si on regarde à l'heure où on est déjà en récession. Les indicateurs sont là, il y a telle affaire. Ils disent l'économie est probablement boostée un peu par le gouvernement qui dépense encore comme un fou. Beaucoup d'investissements dans le AI, le reste, c'est tout flat, partout, même que c'est au ralentissement à quelques secteurs. Donc, lui, il dit on est déjà dans une récession. Donc, ça veut dire que, mettons que tu retournes sur la bourse, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu tiennes ça en considération, d'aller plus vers des blue chips,
des patentes que les gens ont besoin, justement. Tu dis, ils mangent, Voilà. tu sais, donc, il faut que tu sois plus blue chip, c'est ça la manière dans une récession de faire? Les assurances, ou mettons, exemple, un Berkshire Hathaway, ça va dire un genre de conglomérat où ce qu'eux autres, bon, oui, ils peuvent avoir un secteur plus tranquille, mais vu que c'est un conglomérat, ils sont à peu près dans tout. Mais ils touchent à peu près à tout. Donc, c'est le genre de stock. Tu le vois, le Berkshire, il n'a pas été battu, le Berkshire. Il n'a pas été dans le carnage. Voilà. Tu vois, c'est un signe. Donc, quand tu es diversifié, c'est un conglomérat, mais ça veut dire qu'il y a moins de spéculation là, en tant que tel. Je change de sujet, mais ça, le monde commence à en avoir. Puis moi, je te le dis, là. J'ai des échos. Je vais te le dire, j'ai des échos via ma blonde, parce que par rapport au travail, par rapport à. Tu dirais, ma blonde est dans son monde. Elle connaît du monde que moi, je connais pas. Puis on s'entend-tu que. Puis. Tu sais, des histoires de grève de CPE, là. Ah, c'est pas grave. Si t'as pas de petits présentement, tu vis pas ce problème-là. Mais si t'as des petits, qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, tu gosses un peu le télétravail avec le boss, puis tu taponnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui pigent dans leur banque de congés. Ah, c'est pas grave, tu n'as des congés. Oui, mais à un moment donné, ça fait plus. Et là, la fin, c'est que la CSN, parce que c'est des CPE affiliés à CSN, là, qui vont la semaine prochaine être en grève 3 jours. 14, 15, 16 avril. Donc, la semaine prochaine. My God! Quel système de merde pareil, là. Tu sais, quel système pas fiable. Tu sais, négocie que le gouvernement me laisse la garderie ouverte. Oh oui, mais là, on fait la grève, on veut se faire entendre. Oui, mais calisse. C'est quel système, là? Les grèves, les ici, ils sont fermés, ils sont ouverts. Quelle patente, les gardes. C'est pas compliqué ce qu'ils veulent, là. Ben, le gouvernement a mis sa table 17,4 d'augmentation. Ça n'a pas l'air à faire leur affaire. Puis, ils veulent surtout. Ça, c'est la même histoire, là. Pourquoi on ne vend pas ça? Pourquoi on ne vend pas ça aux madames? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Pourquoi ils ne la jettent pas? Pourquoi la gang... Mettons là... On le vend... C'est ça. Pourquoi on va le vendre une pièce, asti. OK? On va le vendre une pièce. On va le vendre la bâtisse une pièce, puis après ça, à partir de maintenant, vous opérez votre patente. Moi, je suis prêt à faire le deal, là. Regarde, on va vous donner la bâtisse avec la balançoire, le tapis synthétique dehors. C'est ça. La clôture la frost cuisine, la petite cuisine frost où il y a du monde, les kids s'en vont se pogner dedans. On va tout vous donner ça. La directrice, vous ferez ce que vous voudrez avec, elle gagne cher, hein? Vous déciderez ce que vous ferez avec. Oui. Elle, ça se peut qu'elle baisse de salaire un peu. Ça se peut qu'elle baisse de salaire pas mal. Oui. Donc, la gang de filles, là, vous n'êtes pas contentes, là? On va vous donner la place. Vous donnerez le salaire que vous voudrez. OK? Et je t'annonce une affaire. À une rue de là, il va en avoir une qui va en avoir une, puis qu'il en a acheté une aussi, là. Oui. Puis elle va avoir négocié solide avec ses employés, là. C'est ça. Puis pour la madame qui va aller porter ses enfants, au lieu de coûter 75$ de l'heure, ça va coûter 40$. Pas de l'heure, mais par jour, ça va coûter 40$ par jour. Ça va être 40$ par jour, puis pas juste ça, elle va avoir Marissa, puis elle a fait des petits cours d'espagnol avec les enfants, puis les enfants trouvent ça le fun. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Je sais pas. Des histoires de gardage d'enfants. Voyons donc, c'est quoi cette Christie de folie-là? Ce qu'ils veulent avoir aussi. Si vous voulez avoir ultimement, vous voulez avoir un genre de crédit d'impôt ou un genre de je sais pas trop quoi, parce que vous voulez pas débourser upfront l'argent, puis que le gouvernement paye la partie, mettons, 50% du gardiennage, parce que c'est ça que vous êtes habitué à avoir. Moi, regarde, ça me cresse à rien, là. Je veux dire, moi, j'ai jamais aimé. Le gouvernement ne nous en donne jamais pour notre argent. OK? Jamais. Mais c'est ça que vous voulez, parfait. À partir de là, le gouvernement paye 50% à la hauteur de 50$ par jour. Donc, 25$ par jour. Le reste, vous payez. Le reste, tu payes, c'est ça, exactement. Le CPE, ils mangent des filets mignons à tous les midis. Ils ont des cours d'anglais, des cours de yoga, ils ont des cours de peinture, ils ont des cours de musique. Ils ont des sorties, ils ont des petites sorties, ils partent dans des petites affaires le fun. Mais c'est 100$ par jour. C'est ça. Plus le 25$ du gouvernement. L'autre, il n'y a rien. L'autre, c'est des toasts avec du ballonné.
Puis tu nous mets des vidéos à journée longue, puis les enfants, ils ont le cul assis à journée longue. Ben ça, c'est pas cher. Ça coûte 10$ par jour, plus le 25$ du gouvernement. Vous organisez de même. Comme tout se fait dans l'économie de même. Hein. C'est quoi cette histoire, là? Ouais, mais je vais mettre une note. Non, mais j'ai une nouvelle pour les gardiennes. On n'a pas de calice de scène. On est probablement décoté et on n'est pas au courant, là. Je sais. Oui, ça se peut bien, ça. Mais oui. Éric Duhem, on va y parler bientôt à Éric. Oui, cette semaine. Bon, mais Éric, je me mets une note. Okay? Je veux y en parler de ça. Moi, j'ai jamais entendu parler d'Éric Duhem par rapport aux patentes des garderies. Y a-t-il une solution pour sortir de ce Christophe de système-là, de patentes de gardiennes gouvernementales qui sont toujours en grève? Calvasse! Non, mais c'est l'idée de départ qui n'a pas rapport. Je sais, c'est ici Pauline Marois, ça. Pauline Marois puis Lucien Bouchard. Lucien Bouchard en 96, 96, 97. C'est dans ce coin-là. Ils ont enlevé les bébés bonus. Il y avait un 5000$ de bébés bonus. Ils ont enlevé ça, puis ils ont donné ça aux gardiennes, puis ils ont fait une espèce de système communiste. On va voir les CPE. La raison des CPE, vous savez pourquoi? Vous savez, c'est quoi l'histoire des CPE? Là? C'était d'avoir des employés de plus qui ramènent des impôts au gouvernement. Je parle pas juste des gardiennes. Je parle des mères. Viens dropper ton enfant. Oui. Va travailler, paye-moi des impôts. Puis va dropper ton enfant le plus tôt possible. Puis après ça, amène-nous des impôts. Puis dans notre société, là, les Américaines, vous allez me dire qu'ils ont le moyen de le faire, là, mais les filles américaines, ils ont 2-3 enfants collés. Boum, boum, boum. Ils restent à la maison, ils marchent avec 1 ou 2 amis en même temps avec les pouces-pouces, ils vont à la piscine, ils vont au parc, ils vont magasiner, ils vont au resto. Mais ils ne travaillent pas pendant 10 ans. Mais ça, c'est le retour de la femme au foyer. Pas sûr que dans les deux, c'est pas ça qui est le mieux, là. En tout cas, les femmes qui le font sont très heureuses en passant. Et quand les flours commencent l'école, ben ils retournent travailler. C'est ça. Et nous autres, c'est non. On a besoin des femmes à l'ouvrage au plus crisse. On veut leur tirer de l'impôt. La machina, a besoin d'argent. C'est pour ça qu'on a créé les CPE. Et on nous avait dit, les CPE, on va devenir le paradis de la famille. Wow! Oui, c'est ça. Wow. Oui, il pas disait capable ça d'acheter dans une le temps, maison, bourré de pellules, les enfants dopés à l'os, paradis de la famille. Et là, on va se mettre à faire des enfants à cause de ça. Avez-vous vu les chiffres? Je vous annonce que depuis 2 ans, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé au Québec. Je vais vous l'annoncer, là. C'est que quand on prend les naissances puis les morts, là, il y a plus de morts. Pour la première fois de l'histoire. Là. Oui. Ça fait 2 ans. C'est la 2e année en ligne. Là. On n'a même pas fait d'enfants pendant la COVID. On n'a rien que ça à faire. Donc, CPE, les congés parentaux, les chèques de Trudeau, etc., etc. Il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a tout ce qu'il faut, mais les jeunes couples, ils ne veulent pas d'enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Trop d'aria. Ils ne veulent pas d'enfants. Non, donc, ça n'a pas marché. La patente n'a pas marché, il faut le dire. Ça a zéro marché. Ça n'a pas marché, le système. Là. Zéro. Mais je vais en glisser un mot à Éric. Vous allez voir s'il y a une idée de système ou où on reste dans cette marde-là, je ne sais pas. Là. Ça marche pas. Là. Ça marche pas du tout. Hey, en parlant de politiciens, puis de campagne électorale, puis de c'est sûr que, en ce moment, le Bloc québécois, c'est assez tranquille, le Bloc. Avez-vous remarqué? Campagne terrible. Ben, c'est pas... Parce que... Ben, ils sont inutiles depuis toujours. C'est la place qui devrait être depuis toujours. Oui, là, c'est les innocents de Québécois qui votaient pour le Bloc. Là. Le problème, c'était pas le Bloc. Le problème, c'est les innocents de Québécois qui votaient pour un parti qui est un parti vert et un parti hyper à gauche, alors que ces gens-là étaient dans le pétrole par-dessus la tête avec le 4 roues, le roulotte, le ponton, le voyage, deux affaires. Le F-150. Tu veux dire, là. Mais là, ils sont fourrés. Ils sont fourrés parce que leur crowd vote pour le croque-mort. Ils sont dans le trouble, le Bloc. Là, il faut qu'ils trouvent des affaires. Il est tellement prétentieux, lui. J'ai même entendu un gars prétentieux de même. Les candidats dans la région de Québec,
Parce qu'eux autres, ça se peut qu'ils soient dans le trouble un petit peu aussi. Là. Donc, la région de Québec, un peu. Il y a quelques blocs qui vont sauter. Je pense qu'il y en a 7. Ça arrive nord. Donc, ils se sont comme rassemblés hier, puis on dit que. Moi, j'ai ma députée, là, Mme Vignola, que j'ai pas vue depuis. Elle se fait Depuis l'autre campagne. Alors, elle est là depuis trois mandats, là. J'ai jamais vu madame de ma vie, là. Mais non, c'est j'ai aucune idée de ce qu'elle fait, là. C'est une Christie de belle job, là. C'est 2 dépliants par année dans la boîte aux lettres. C'est à rien d'autre, là. En noir et blanc. T'sais. Mais là, la face, c'est que les candidats du Bloc se sont rassemblés à Québec, puis là, les autres, ça lui prend une patente. On existe. Hein? On existe. Allô? Oui, il lève le bras, il dit, nous, on est là. Qu'est-ce que vous avez à dire, là? En fait, compte, dis-nous ce que tu as à dire, puis décrisse. Puis là, les autres, ils disent, à Québec, là, on a quelque chose, là, nous autres. On veut faire une demande. On veut une demande. Qu'est-ce que vous voulez? Les autres, ils veulent que, là, riez pas, là. C'est une vraie histoire. Là, ils veulent que les plaines d'Abraham et le parc Cartier-Brébeuf reviennent dans les mains de l'État québécois. Donc, on dit, le parc des champs de bataille, les plaines, Chris, les plaines. Les plaines d'Abraham, là, ça appartient au fédéral, ça. Donc, tout ce grand parc-là, ça revient dans les mains du provincial. Et le parc Cartier-Brébeuf, ça, c'est le parc en arrière de l'hôpital Saint-François d'Assise. C'est là que Jacques Cartier a parqué son bateau dans le temps. Donc, ça c'est un autre parc fédéral, ça. Oui. Ça retourne au provincial. Donc, ça, c'est des pas demandes. Parfait. OK, c'est pas parfait. Moi, j'ai resté à côté du Parc des Braves. Là. C'est pas parfait. Ça pourrait être mieux entretenu. Les plaines pourraient être un peu mieux. Mais je vous garantis une affaire. Si c'est retourné au provincial, vous allez avoir des places avec du chien-dent, des affaires qui poussent partout, des quenouilles. C'est ce que j'ai pensé. Non, ça va être le bordel. La gang de salauds du gouvernement du Québec vont te scraper ça à grandeur. Je suis d'accord avec toi. Les plaines d'Abraham, c'est assez ronron patapon. Ça pourrait être plus ludique, si on peut dire. Mais l'entretien de la place est nice. Là. Moi, je vois de temps en temps, puis c'est nice. Les poubelles ne débordent pas. Là. Tu mets ça dans les mains du gouvernement du Québec, tu vas voir, ça va être une soie cochon. Là. Ça va être une dompe. OK? Ils veulent enlever le drapeau du Canada. Je connais la gang de crottés du gouvernement du Québec. Tout ce qu'ils ont à s'occuper. Regarde, tu sais que j'arrive dans 10 jours. Oui. Dans 10-11 jours. Et quand je vais arriver, je sais c'est quoi déjà, parce que là, je l'ai fait assez souvent, là. Partir longtemps, revenir. Quand je reviens, j'ai toujours la même affaire en tête. Pas de fierté, couillon, pas propre. Chaque fois que j'arrive, je ne suis pas obligé d'aller bien loin. Là. Je vais me promener sur le bord des autoroutes, rentrer dans telle place, aller à telle place. Les haltes routières au Québec sont assez spectaculaires. Oh non, ça... Mais c'est-tu Québec, ça? C'est-tu le provincial c'est Québec, ou le fédéral? C'est Québec. C'est Québec. Ils en font, là, tranquillement, pour leur c'est vrai que Mr. White, il a vécu à Ride, lui. Il a fait pas mal de chars dernièrement. Ah non, mais c'est incroyable, les haltes routières. Là, je comprends pas pourquoi ils maintiennent ces bâtisses-là comme debout, pareil. Parce que là, ils les déneigent pas. Fait que là, tu peux même pas aller là. C'est même pas... Tu sais, ils sont pas ouvertes. Puis là, l'entrée n'est pas déneigée. T'as comme une cabane. Regarde, c'est des cochons. Une gang de cochons, une gang de tout croche. Hey, les plaines d'Abraham, là. Les plaines d'Abraham. Regarde, ils seraient capables de passer le tramway à plein milieu. Ah oui. Puis là, leur seul ils sont capables de tout scraper, ça. Le seul but de ça, c'est d'enlever le drapeau canadien de là-dessus. Là. C'est la seule affaire. Ben oui. Gang de malades. Gang de malades. Moi, je mettrais un drapeau US. Un drapeau US. Jeff, il veut les acheter. Il veut la terrasse du frein. Un petit flag US. Là, tu peux y faire mourir, Colin. Tu peux y faire mourir. Mettrais des calottes rouges chez Poteau et des drapeaux US. Moi, ça serait plus le bonhomme carnaval, ça serait Trump. Ouais. Trump fait le YMCA. Puis là, il se lèverait, c'est ça, il danserait comme ça, tu sais. Ouais. Ah, ça n'a pas de bon sens. Hey, je vais essayer de vous faire peur. Ben là, non, mais les médias, les grands médias, ils veulent faire peur au monde. Aux vieux. Ouais, c'est pas mal fait, ça, là. Ouais, mais attends un peu, il y a des ours.
Ah oui, il va y avoir plus d'ours! As-tu vu ça, les ours? Ah oui, il va y avoir plus Ah non, là, il y a d'ours. des ours, là, il y a des ours. Les changements climatiques, là. Ça, c'est cave. Parce qu'il y a un spécialiste là, de la faune du ministère de l'Environnement. Personne, Lui, il il n'y dit, a pas d'histoire de changement climatique. lui, il dit qu'il va y avoir plus d'ours. Donc, il faut faire savoir le attention. changement climatique aujourd'hui, d'ailleurs. Faites Hey, il y a attention, du si vous gel allez de proche près- des forêts. Il y a du gel de prévu jusqu'à Atlanta, là. En passant, là. Oui, c'est bas pas mal. là. Ben, c'est C'est pas mal loin, bas, un là. crime On d'ici. est rendu pas mal, le 8 avril, là. Mais hier, le mois de mars a été le mois le plus chaud de l'histoire en raison de l'Europe. Pardon? Non. Parlant du monde qui ont passé un mois en Espagne. Pas en haut, en bas. Gelé comme le calice. Ben oui, OK? oui, non, c'était Donc, s'il y a fait fret en Épouvantable. Espagne, il ne devait pas bien faire chaud en Angleterre. Là. Non. C'était température de cul en Espagne. Bon, et là, dernier c'est où en Europe qui a fait si chaud que ça? Parce que c'est toujours loin, hein? C'est toujours à cause de loin. Ah, il fait beau, il a fait chaud à cause de où? Jamais chez nous. C'est jamais nous autres. C'est toujours loin. C'est où? C'est en Europe. Où en Europe? Je veux savoir où, parce que Italie a gelé comme le calice, l'Espagne a gelé comme le calice. Donc, si eux autres ont gelé, en haut, ça a dû geler pas mal. Ils sont pas mal en bas, là, eux autres. là. C'est pas mal dans les derniers en bas, là. C'est la Méditerranée. Là. Ben oui. C'est en bas. Il fait beau, il fait chaud. Alors, ils n'ont pas eu du beau temps. Beaucoup de pluie aussi. Mais ça fait le ça fait leur affaire en partie, parce qu'ils remplissent les barrages. Exact. C'est ça l'histoire. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Voilà pour la boîte à Jerry. Plus de boîtes dans la version Prime. Il y a une petite Le boîte. double, en fait. Joe Hamel is next. Il y a une petite boîte. Jeff Fillion. 100% Jeff Fillion. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. OK, Joe, t'as l'opportunité de nous apprendre des choses pour la semaine qui s'est passée. Moi, j'étais un jack of all trades. Jerry, c'est un boursicoteur. Boursicoteur. Yes. Là, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui est arrivé depuis la semaine passée. Quel lien avec les tarifs, le fait que la bourse était pompée à mort, etc., etc. Fais-moi la big picture de ce que tu as vu depuis à peu près une semaine. Ben écoute, on a vu une correction assez sévère dans les 3-4 derniers jours de trading, là, disons jeudi, vendredi et lundi, sur un fond baissier qui était quand même initié depuis le début de l'année. Là. Tu sais, on a eu le pic en début février, je crois. Donc le narratif des tarifs, je pense que l'incertitude du marché, ça vient principalement sur l'imprévisibilité de la politique des tarifs de Trump. Dans le fond, on comprend pas. Le marché essaie de comprendre si c'est une espèce de tactique de négociation pour au final arriver à tarif zéro pour tout le monde, ce qui est en général extrêmement bénéfique pour l'économie, ou bien que les tarifs vont demeurer une espèce de politique, une espèce de tarification permanente, une espèce de pay-to-play là, pour faire des affaires aux États-Unis. Ce que souvent répété quand même Trump et des officiels comme Lutnick. Donc, on ne sait pas si c'est juste comme une stratégie de négociation pour arriver dans un monde meilleur où il n'y a plus de tarifs pantoute, ou bien que c'est une espèce de pay-to-play, comme je disais. Là. Merci, merci de parler de ça. C'est justement la discussion que j'ai eue avec une couple de personnes qui... Parce que là, j'ai dit, ben là, statuer, là, sais-tu, oui, ça va se calmer, il va s'entendre avec tout le monde. OK, mais à partir de là, si on s'entend avec tout le monde, il n'y a plus de tarifs nulle part. Moi, c'est ça. Moi, c'est ma philosophie à moi. Commerce libre, zéro tarif, pas de patente de gestion d'ici, puis de règles, puis de protection, puis ce que tu veux. Ça, c'est ma vision à moi. Parfait. Mais j'ai dit là, l'impôt à 150 000, plus d'impôt. Ensuite, c'est quoi l'autre affaire qu'on disait? Ah, les manufactures vont revenir. Ben, c'est les taxes des entreprises aussi. Là. Il y a un paquet de baisses d'impôts. Là, là, si c'est zéro partout, ça n'arrive pas. Là. C'est ça le bout que j'ai de la misère à suivre.
Ah ouais, mais c'est ça. C'est que dans le fond, c'est ça. C'est que Trump avait promis d'avoir des tarifs. C'est le bout qui fonctionne pas dans toute la patente, là. Faut comprendre que les tarifs, là, il y a une espèce de tout le culte de Trump. Là, on nous accuse, ah, vous êtes des suiveux aveugles de Trump. C'est pas vrai. On a toujours dénoncé les tarifs. D'ailleurs, je répondais aux péquistes enragés, là, qui ont essayé de faire un montage avec moi que je disais que je soutenais Trump dans cette élection-là par rapport à Kamala, qui, à mon avis, c'est extrêmement meilleur malgré ce qui est en train de se passer. Un aspect qu'on ne soutient pas depuis, je me rappelle. On en parlait, Jeff, en 2017, on disait que c'était un péquiste, Trump, sur l'histoire des tarifs. C'est pas nouveau, cette affaire-là. Donc, ça, on a toujours dénoncé ça. Et cet aspect-là n'a jamais fonctionné. Donc, l'idée de remplacer l'impôt sur le revenu par des tarifs, probablement, mathématiquement, ça fonctionne pas, là. Les États-Unis n'importent pas assez de denrées du reste du monde pour donc d'imposer des tarifs pour remplacer l'impôt sur le revenu fédéral. Ça fonctionne juste, ça fonctionne pas. Et comme le dit, je vous écoutais tantôt en intro pendant que j'étais dans la salle d'attente, c'est quand même spécial, là. Tu vois, je lisais un tweet de la Tax Foundation qui dit que une espèce d'organisme non partisan là, qui examine et qui s'exprime sur les questions fiscales aux États-Unis, un peu comme la Fédération des contribuables au Canada. Exact. Il disait que dans le fond, les tarifs de Trump ont augmenté les revenus fédéraux de 260 milliards en 2025 ou presque 1% du PIB. C'est la plus grosse augmentation de taxes des 43 dernières années. Parce que c'est les Américains qui payent les tarifs, là. Non, ça, c'était justement surréaliste de voir Mélanie Joly dire que les contre-tarifs, ça fonctionne pas parce que les Américains savent que c'est eux autres qui les payent. Donc, alors que vous faites la même affaire au Canada avec les Canadiens. Donc, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il y a des gains politiques à court et à moyen terme à avoir. On le voit actuellement, tu sais, Carney domine dans les sondages précisément parce que c'est l'opposition supposée à Trump. Et c'est ce que les boomers ont accepté comme narratif politique. Mais d'un point de vue économique, je veux dire, l'histoire et la science économique est claire. Les tarifs, ça ne peut pas fonctionner à long terme. Des crises commerciales, ça finit toujours par l'élimination de barrières. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps que ça va prendre. Puis ça va coûter combien, là, justement, en tarifs à gauche et à droite avant qu'on arrive à la réalisation inévitable que ça fonctionne pas et on enlève des barrières. OK. Donc, parfait, parce que je pensais que... Je me suis dit, peut-être moi qui me manque un bout, là. Je me disais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque, comme il doit y avoir une partie, tu sais, des fois, quand on monte un barbecue, il y a quelque chose qui fait que ça marche pas, là. J'ai l'impression qu'il me manquait un bout dans l'histoire. Je suis content de voir que je suis pas tout seul à voir qu'il y a comme deux histoires qui tiennent pas la route quand tu mènes une en face de l'autre. Là, il y a des pays, souvent, c'est les pays qui font le moins de commerce avec les États-Unis qui sont plus enclins à rapidement régler, là, ce que je peux voir. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on voit, mettons, la Chine, les autres, ils se sont braqués. Ça risque même de dégénérer. Moi, je pense que jouer avec la Chine de cette manière-là, ça risque éventuellement d'être peut-être un peu dangereux parce qu'ils nous tiennent par les chenolles. Tout ce qu'on a alentour de nous est pas mal chinois. On s'est rendu vulnérable face à eux. L'Europe joue une game un peu tough. Bon, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour être tough? Je ne sais pas. Canada, c'est spécial. On semble pas. Je comprends qu'on est en mode électoral, mais on a arrêté une couple de fois l'élection pour s'occuper pendant une journée de l'annonce des tarifs, etc., etc. Donc, on the side, il doit y avoir des gens qui y vont pareil, là. Il peut y avoir des gens qui négocient, mais on ne semble pas être de ceux qui appellent les États-Unis pour dire « Ouais, on est dû pour régler rapidement l'entente avec le Mexique, puis le Canada, puis les États-Unis. » Même si on n'a pas été touché par la dernière vague de tarifs, là, on semble être vraiment pas dans le mood on va régler. On semble être plus dans le mood on va garder l'objectif du modèle canadien avec ses tarifs, avec sa gestion de l'offre, le poulet, les œufs, les patentes, les ci, les ça. On semble pas vouloir démordre de ça. Là. Je sens rien là-dedans. Là. De personne. Non, de toute façon, le premier ministre non élu, Carney, a tout intérêt à ne pas régler la crise. Puis moi, je pense qu'en coulisses, ils font tout pour ne pas régler, pour que l'élection se continue sur fond de crise commerciale. Ça, c'est 100% les intérêts politiques. Et ça, c'est ce que les gens comprenaient pas aussi dans la dynamique de crise COVID. Ouais, mais pourquoi le gouvernement ferait ça? Parce que c'est des gens qui ont des intérêts politiques à court et moyen terme, nonobstant les conséquences économiques et sociales à long terme. Puis la seule chose qu'ils veulent, c'est rester au pouvoir. C'est la seule affaire. Exactement. Ça, rendez-vous ça dans la tête. Là, c'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Ça, c'est une chose. Je te dirais, je jasais avec un stratège conservateur hier relativement bien placé dans la campagne, puis je pense que c'est relativement bénéfique de voir que la crise tarifaire est maintenant mondiale, donc le focus est moins
sur le Canada. Donc, Trump tweet moins sur le Canada et le Mexique, là. Il arrête de nous dire qu'on est des very bad abusers là, tous les 2 jours. Là. Donc ça, ça a un peu enlevé le focus sur la campagne canadienne, ce qui est, à mon avis, bénéfique pour Poilievre. Là, si on peut slacker un petit peu la poulie sur cet enjeu-là dans les prochaines semaines, ça pourrait être intéressant. Ça commence peut-être à piquer aussi. Tu regardes les sondages avec Carney. Tu vois les rallyes. On est-tu devant une genre de Kamala 2.0 là? Avec Carney, on a-tu une espèce de manipulation de l'opinion publique devant nos yeux? On va le voir. Mais premièrement, ce qu'il faut dire, là, ce qu'il faut comprendre dans la base, c'est que tout le narratif de déficit commercial, ça ne tient pas la route, là. Toi, Jeff, quand tu vas chez IGA ou chez Metro, t'exiges pas qu'ils achètent un abonnement de Radio Pirate quand tu sors et tu payes ta facture, là. Non. On n'est pas supposé d'échanger à part égale avec tous les partenaires commerciaux qu'on a. Quand on fait une transaction commerciale, que ce soit une Lamborghini ou un sac de tomates, c'est parce que les côtés, c'est mutuellement bénéfique pour les 2 côtés. Sinon, la transaction n'aurait pas lieu. Ça, c'est ce que la majorité du monde comprend pas, là. L'offre et la demande, le principe de base du commerce, c'est fait sous des bases libres et consensuelles. Puis c'est la même chose avec les pays. Donc, le discours de fond le discours de fond de Trump est complètement débile. À la limite, c'est mercantiliste. Ça date du 18e siècle. Ça a complètement été démoli. Le Zimbabwe rêve d'avoir un déficit commercial comme ça, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un signe de richesse, ton déficit commercial. Ouais. C'est un signe d'accomplissement, d'une certaine manière. Ça prouve que, regarde, so be it, nous autres, on achète ce qu'il faut, puis on a besoin de ça. Bon, go, on y va, on dépense. C'est là qu'on dit que c'est un péquiste. C'est toutes les espèces de discours économiques, de nationalisme économique attardé un peu à la CAQ, là. Ah, on va faire pousser des bananes. Je ridiculisais ça récemment. Il y a des bananes, je pense, qui sont faites à Saint-Eustache ou dans une serre. Oui. Ah oui. Ouais, mais pourquoi qu'on fait pas plus de bananes? Parce que c'est pas économique de le faire, esti, voyons. Il y a des bananes qui poussent au Salvador, je pense, en Équateur, où je veux dire, ils font ça à grande échelle. Nous, concentrons-nous peut-être ces minéraux sur le bois puis sur les secteurs dans lesquels on est compétitif. Il y a une raison pourquoi on produit pas tout ici. Tu sais, cette espèce de folie de vivre en autarcie, ça ne tient pas la route. Puis les consommateurs, au final, sont pas avantagés par ces politiques débiles-là qui datent là, tu sais, du 18e siècle. Là. Tu sais, sur l'histoire de la Chine, moi, depuis 15 ans, 20 ans, je dis toujours, ben, on vit au-dessus de nos moyens, on vit comme des riches, même si on est plus pauvres qu'on pense. Mais la raison pourquoi on vit comme des riches, c'est qu'on a la Chine et l'Asie qui nous a permis d'acheter un paquet d'affaires à des prix ridicules. Mais en contrepartie, ça nous rend dépendants de ces gens-là. Puis d'une certaine mesure, on a été loin un peu. Les médicaments, on a eu plein d'affaires qu'on leur a données, puis on s'est dit, tabarnache, donc, s'il y a un conflit avec la Chine, on est un peu déculotté. Je peux comprendre qu'il y a certaines choses au niveau sécurité qui risquent d'être, à un moment donné, bon, on va essayer d'en avoir un peu. On le fait avec l'énergie. On va peut-être le faire avec d'autres domaines. Mais le meme qui circule là, sur X que j'ai vu, là, qui nous montre, je pense que c'est les Chinois. Je pense que c'est les Chinois qui ont inventé ça. Ouais, c'est très drôle en passant. C'est le meme qui nous montre que si jamais les manufactures et toutes les patentes, soit de textile ou d'électronique, des patentes de main, reviennent en Amérique du Nord, premièrement, on va avoir des affaires qui vont coûter un asti de prix. Et deuxièmement, je suis pas sûr qu'ils vont marcher pour vrai, là. Et c'est ça qui va arriver. Notre taux de productivité n'est pas là. On est devenu des fat cats. On est devenu des gens qui n'ont pas nécessairement de skills. On n'a pas nécessairement non plus développé. Oui, on est bon dans les brevets. On est bon pour inventer. Mais pour avoir des entreprises qui roulent, comme, mettons, BID fait avec ses voitures à l'autre bout du monde, juste de bâtir cette usine-là, ça nous coûterait probablement 400 milliards juste bâtir l'usine. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable. Il y a des affaires de nous qu'on sera plus capable de retourner en arrière, là. Ouais, mais ça, tout le narratif de reshoring à grande échelle, vraiment, je pense que c'est pas possible, là. Ça va... l'idée qu'on peut ramener toutes les productions aux États-Unis, regarde juste avec avec l'industrie automobile, c'est une chaîne d'approvisionnement et de montage qui est intégrée en Amérique du Nord depuis pratiquement 40 ans. Donc, de refaire ça, ça va coûter des milliards avec des manufacturiers qui sont déjà dans le trou à cause justement des décisions politiques de leur imposer des véhicules électriques qu'ils voulaient pas et que les consommateurs voulaient pas anyway. Donc ça, c'est un exemple. Ça va être la même chose dans plein d'autres domaines. Tu sais. Puis, la Chine, oui, il y a un aspect de sécurité. La plupart des grandes industries chinoises ont été bâties sur de la propriété intellectuelle volée. Tu sais, comment ça s'appelle? Huawei, ça a été volé. La plupart de la technologie de Huawei, c'est Nortel. Là, et je pense qu'il y a un fabricant,
un fabricant, parce que Bombardier avait un deal avec un fabricant chinois dans les années début 2000. Finalement, ça a été abandonné. Je me suis rendu compte qu'ils ont tous les mêmes modèles d'avions, puis tout ça, là, ça a tout été volé. Même chose avec un fabricant d'hélicoptères européen, je pense. Donc, tu sais, en fait, pour eux, je lisais, je suis allé, moi, dans le fin des années 2010 en Chine, j'avais pas mal lu là-dessus, avant de me rendre, tout ça. Eux, ils ne comprennent pas c'est pas dans leur culture de penser que c'est volé. T'as des faux Starbucks en Chine à côté d'un vrai Starbucks. Il y a des faux Apple Store. Oui. Il y a des faux Apple Store, genre, c'est même pas caché. C'est le logo Apple. Mais pour eux, c'est ça. C'est une espèce d'état de droit où la propriété intellectuelle, ça semble pas exister, là, le droit des marques, tout ça. Pour eux, ça n'existe pas. Ils sont extrêmement bons dans reproduire les technologies. Regardez, tu sais, je regardais juste les VUS, on riait un peu de ça. Rappelle-toi, tu avais posté il y a une couple de jours un side-by-side, je sais pas c'était quoi la marque. Mais rappelle-toi, il y a 10-15 ans, on riait des modèles chinois. Ça te fera jamais, cette affaire-là. Qu'est-ce que les marques sont rendues à côté des Honda et des Kawasaki, d'un gros dealer, là. On pensait pas que ça allait rester, cette affaire-là. On pensait que ça allait être une espèce de truc passager. Ils ont eu quelques problèmes au début, mais ça a tout été arrangé, c'est des très bonnes machines. C'est ça, c'est exactement. Fait que, c'est quand même des gens qui ont rentré dans des industries qui sont même chose, je pense, dans les outils. Là. Ils sont tarifés à mort en passant. La raison pourquoi les prix sont plus bas que mettons, Kawa ou Can-Am, mais ils sont quand même tarifés à l'os, là. Donc, on le voit, il y a une compagnie cette année sur le World Tour, là, la Coupe du monde de vélo, si tu veux. Il y a une marque chinoise, c'est la première fois, ça, c'était vraiment la chasse gardée des grandes marques américaines, italiennes, espagnoles. Tu sais, c'est un sport assez élitiste, si tu veux. Là, il y a une marque chinoise qui vient d'embarquer sur une grosse équipe. Ça, c'est du jamais vu, là. Donc là, on commence à rentrer dans les trucs haut de gamme et, entre guillemets, de qualité. J'imagine dans le golf, c'est pareil. Dans tous les sports, en fait, là, on a commencé à avoir des marques chinoises. Donc, c'est quoi la stratégie avec ça? Là, on voit que Trump tente de centrer la question sur la Chine. Ce matin, il a tweeté, je sais pas si tu as vu, une entente, une discussion avec la Corée du Sud. Et il y a un aspect du tweet qui est vraiment important. Un des secteurs commerciaux qui disent qu'il va y avoir une plus grande collaboration, c'est l'achat à très grande échelle de gaz naturel liquéfié. Exact. Vous vous rappelez quand le monde au complet visitait le Canada au lendemain de la guerre de l'invasion russe en Ukraine pour demander au Canada d'exporter plus de pétrole et gaz, et surtout le gaz naturel, on l'aurait... Justin Trudeau et son conseiller économique, Mark Carney, leur répondait quoi? Ah, ben nous, on peut pas vous offrir ça, alors que l'industrie canadienne ne demande que ça. Il leur poussait dans la gorge l'hydrogène vert. Une ressource qui existe pratiquement pas. En fait, l'hydrogène, ça fait aucun sens d'un point de vue énergétique la plupart du temps. Ça prend plus d'énergie à créer que l'énergie que ça va apporter comme source. C'est incroyable. Dans quelques exceptions près, ça peut fonctionner, mais c'est un peu comme l'éolien et le solaire. Ça marche pas à grande échelle. C'est pas ce que le monde demande. Le monde demande de l'uranium, du pétrole et du gaz. Deux de ces trois ressources-là, il y a un moratoire sur l'exploration au Québec. C'est une place de fou. Parce qu'on est comme attaqué d'à peu près... je ne suis pas attaqué, mais attaqué. Oui, d'abord attaqué. Mettons par les anti-Trump. Ils vont dire, vous autres, vous lichez botte à Trump, vous êtes contents, c'est beau, la bourse est à terre. En même temps, moi, je questionne depuis toujours, je ne sais pas si c'est pas nouveau de cette semaine, moi, je suis un anti-tarif. J'ai toujours été critique de Trump, là, voyons. Mais ça, beaucoup de pro-Trump vont m'écrire, me dire tu comprends pas, m'a t'expliquer, là, il m'envoie des vidéos, il m'envoie des affaires. 22 minutes d'un gars qui va t'expliquer la stratégie de Trump. Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que les tarifs, c'est cave à la base. Trump c'était cave avant Trump. Ben oui, c'était cave avant Trump. Il va pas réécrire 500 ans d'histoire économique. D'ailleurs, c'est très drôle de voir le gouvernement chinois, l'ambassade chinoise aux États-Unis, je pense, tweeter une vidéo de Ronald Reagan qui explique le problème avec les tarifs. Puis là, t'as compris qu'il y a deux écoles là-dedans. T'as Elon Musk, t'as Bill Ackman, toute la frange plus free market. Elon Musk a tweeté, t'as déjà vu la vidéo historique, l'explication historique de Milton Friedman qui explique que le processus de faire un seul crayon à la mine. Exact. Un crayon à la mine, ils appellent ça le miracle. En fait, ça vient de Leonard Reed. Là, ça s'appelle iPencil, un essai qui a été écrit. Oui, c'est un classique, là. C'est un classique. C'est le classique que le marché libre a permis de créer des crayons à grande échelle. Ça prend du graphite, du bois, l'affaire qui fait l'efface, le métal. C'est un amalgame d'industrie et de talent et de séparation des skills
sur différents continents pour arriver avec un crayon qui coûte quoi? Même pas une pièce. Même chose avec le café, notamment. Ton café qui coûte 2,50 chez McDo. Je veux dire, c'est des grains qui arrivent quand même de l'Amérique du Sud ou de l'Inde ou whatever. Là. Donc, c'est un miracle du free market, ces affaires-là. Donc, de penser qu'on peut coordonner et forcer la main de la production, ça ne tient pas la route, ça. Puis il y a énormément d'éducation économique. Puis, tu sais, c'est un peu un bénéfice de ça. Un peu, par exemple, comme les bénéfices d'une crise comme la COVID qui a amené l'inflation suite à l'injection massive de masse monétaire dans l'économie. Je pense que l'inflation aujourd'hui est beaucoup plus comprise. Tu sais, quand Elon Musk tweet justement des vidéos d'explication sur c'est quoi l'inflation, ben c'est les déficits gouvernementaux qui sont alimentés par l'impression monétaire. C'est ça. Donc, en parallèle de ça, il y a une éducation économique qui se fait, peut-être pas assez vite à notre goût, mais ça, je pense que c'est quand même bénéfique là, dans le grand ordre des choses. Bon, tu l'as dit, voyons, Musk a envoyé cette vidéo-là hier sans commentaire. Donc, il y avait juste le vidéo. Ouais. Et là, ben, on avait la nouvelle quelques jours avant qu'il y avait peut-être un petit quelque chose entre Musk et Trump. Et là, on a la nouvelle de ce matin qui va peut-être être démentie aujourd'hui, là, mais le Washington Post a sorti ce matin sur leur grosse nouvelle comme de quoi que Musk a essayé de se battre over and over avec Trump sur l'histoire des tarifs. C'est quelqu'un qui ne... Ben, on sait que Musk est un gars de libre marché. Là. Donc, c'est vraiment une question. Puis pour nous autres, c'est pas une surprise parce que nous, on a toujours dit Trump, s'il était au Québec, c'est un péquiste. C'est un gars qui aime ce genre de patente-là. Mais à l'opposé, il y a beaucoup de monde qui sont pour le libre marché pour vrai. Et il y en a dans la gang de Trump. Donc, tu as probablement deux écoles de pensée qui se frottent en ce moment. On doit dire que jusqu'à maintenant, c'est l'école plus péquiste qui gagne. Mais les gens qui sont des anti-Trump ne voient pas que Trump est un allié d'eux autres dans leur pensée politique et économique. Ils ne voient pas que c'est la résultante de ce que le Québec et le Canada est depuis toujours, que Trump est en train peut-être de vouloir recréer aux États-Unis. C'est un peu ça. Mais donc, c'est deux écoles de pensée. Les opposants de Trump au Canada, avec leur rhétorique de contre-tarifs, renchérissent sur la crise que Trump a créée. Donc, et ça, ils sont pas capables de le comprendre. Là, non, c'est ça l'histoire. Puis, tu peux aimer Trump sur un paquet d'affaires, comme tu sais, je pense qu'il y a un paquet d'avancées que ce mandat-là de Trump a amené qui sont largement positives. C'est directionnellement très positif pour les conservateurs en Occident. C'est plate que tout ça a été divisé. T'sais, les avancées ont été stoppées par cette crise tarifaire-là, notamment avec les conservateurs qui sont un peu jamais au Canada. T'sais, toute la fin du DEI, la fin de l'obsession des énergies green, c'était déjà en perte de vitesse. La frontière du Mexique. La frontière, je veux dire, il y a deux narratifs. Il y a l'immigration, puis il y a l'immigration illégale. Sécuriser les frontières, je pense que c'est quand même dans le rôle d'un État. Là, on se cachera pas. Il a fait une job incroyable. Ouais, exact. Ça, là, il y a plein de choses là-dedans. Il y a quand même eu des dérapages de la gauche. La gauche est tellement allée loin que le retour de l'élastique, il y a eu certains gains qui ont été faits, notamment avec Trump. Puis Trump, je le rappelle, là, ça c'est une leçon politique qui va être étudiée pendant voire des décennies. Trump a gagné en amalgamant des groupes de républicains non traditionnels. Trump est allé chercher les gens qui étaient avec RFK, les gens de gens de la médecine alternative, whatever, tout ça, les libertariens avec toute la frange de Bitcoin, il est allé à la convention du Parti libertarien, etc., etc. Donc, in aggregate, c'est des millions et des millions de nouveaux voteurs, ça. C'est ça, je pense qu'il y a comme plus de 35% des Canadiens qui n'ont pas voté à la dernière élection fédérale. Mm-hmm. Combien vous pensez de jeunes là-dedans qui sont concernés par les problèmes actuels au Canada qui votent pas? C'est eux que Poilievre doit aller chercher. Tu vas pas aller convaincre Jacques et Louise dans les salons de coiffure. C'est ces jeunes-là qu'il faut aller chercher en parlant avec passion de ces enjeux-là. Puis quitte à te mettre en porte-à-faux avec les médias traditionnels puis les spineux, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'un chef conservateur doit faire. Dans une élection qui est aussi divisée au niveau générationnel, tu dois prendre le pari de l'avenir puis des jeunes. Laisse faire les fucking boomers. Ben, Carney a fait l'inverse. Carney, lui, il sait que c'est les boomers qui vont les élire. Ils viennent peut-être de racheter l'élection pour de bon. Là. Il vient de
il vient de lancer l'idée d'aider les boomers face aux tarifs de Trump avec des chèques. Là. Alors que les boomers sont la génération, tout le monde s'entend là-dessus, c'est la génération la plus choyée dans toute l'époque dans laquelle on est. Ils sont riches, ils ont des maisons qui n'ont payé rien. Ils refilent les maisons à leurs petits-enfants à 400, 500, 600 000 $, une maison qui est finie. Ce sont des gens qui sont hyper privilégiés, mais ces gens-là ont peur. Là, pour les calmer, on veut leur faire des chèques. On sait que les chèques, ils aiment ça. Ça a marché avec Legault. Ça va marcher sans doute avec Carney. Puis pendant ce temps-là, ben, les jeunes, eux autres, qui ont de la misère à arriver, pas de projet d'avoir une famille, une maison, même un logement qui a de l'allure, rendu 2000, 2200 $ dans certaines villes, même probablement 3000 à Toronto et à Vancouver. Tu sais, je veux dire, ils ont pas, eux autres sont dans la marde. Et Carney ne s'occupe pas d'eux autres. Est-ce que Poilievre leur parle assez eux autres? Est-ce qu'il frappe beaucoup sur... Il y a eu d'excellentes mesures là, qui ont été prononcées, qui ont été présentées. Une petite toast un peu, guerre commerciale dedans, là, éliminer le gain capital sur l'investissement canadien. Je pense que la bonification du CELI, ça, c'est excellent. Mm-hmm. Ce qui avait été aussi amené par... ça avait été amené par Harper à l'époque de mémoire, hein, le CELI? Oui. Si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une prolongation d'une excellente mesure fiscale. Il y a des gens qui ont, je veux dire... avec le temps, je veux dire, ils ont amassé des petites fortunes dans les CELI qui sont maintenant libres d'impôts, ça c'est excellent. Il y a aussi, là, ben en fait, je pense qu'il a répliqué, ou je sais pas si c'est venu avant, mais il y a une bonification du REER jusqu'à 73, 74 ans, parce que tu es forcé de les retirer, alors que l'espérance de vie augmente. Moi, je trouvais que c'était un peu injuste, cette affaire-là, de forcer de sortir tes REER d'un coup à... C'est quoi, c'est 70, 71 à l'heure actuelle, je pense? C'était 71, mais je pense que ça l'a monté un petit peu, là. Ouais. Donc, mais il y a un pourcentage qu'il faut que tu transformes ton REER en fer. Il faut que tu dégaines à partir de 65 un certain pourcentage de tes avoirs. Et à 71, 72, c'est fini. Faut que l'impôt se rembourse, là. Oui, ouais, exactement. Donc ça, je pense qu'il a annoncé quelque chose là-dessus. L'enlever la TPS sur les maisons. Je suis pas trop au courant de l'enjeu là-dessus, mais il y a TPS, c'est sur les maisons neuves pour tout le monde. Ouais, c'est la politique que Carney a copiée. Donc ça, en général, ça va favoriser la population active là, de, mettons, 25, 45 ans, là, 50 ans, mettons. Là. Donc ça, je pense que c'est bénéfique en général. L'accélération, la préapprobation de tous les projets énergétiques au Canada en général, c'est une politique qui devrait être reprise. Si votre objectif, c'est vraiment de faire face à Trump, vous devriez préapprouver tous les projets miniers au Québec et les projets comme GNL Québec. Alors qu'actuellement, le BAP est en train de se mêler d'à peu près tous les projets de ressources au Québec. Il y a un excellent projet qui est bloqué à Rouyn-Noranda. Il y a un excellent projet en Gaspésie également. Tout le monde est pogné dans les dédales administratifs avec la CAQ qui tente de choisir les gagnants et perdants avec encore le narratif de « Ah, mais nous, on veut des minéraux critiques. Laissez donc le marché décider quelles ressources on sort de la terre. Vous n'êtes pas capable de gérer quoi que ce soit, on l'a vu là, avec votre filière batterie et compagnie. » D'ailleurs, c'est assez drôle de voir comment ce gouvernement clownesque-là, il n'y a rien de pire que la CAQ. Là. Honnêtement, la CAQ, moi, je les déteste plus les libéraux. Là. C'est un amalgame de corporatistes finis du PLQ et de losers du PQ. Là. C'est un peu une espèce d'amalgame. C'est comme avoir la grippe et la diarrhée en même temps. Là. Tu sais pas trop c'est quoi le pire, mais tu sais que les deux ensemble, c'est terrible. C'est ça la CAQ. Je me tente pas de fesser sur ce clou-là. Là. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais ces gens-là sortent des spins out of nowhere sur un coin de table, les spineux de la CAQ, quand ils ont fait leur voyage en Allemagne. Là, le narratif, c'était... Parce que rappelle-toi, ça a duré à peu près une semaine, cette affaire-là, que OK, donc là, si Trump se retire, là, c'est drôle parce que Trump est de plus en plus sévère avec la Russie dans les négociations de paix, mais le narratif avant, c'était que Trump a abandonné l'Ukraine, donc l'Europe doit se réarmer massivement et ça va se faire avec des compagnies européennes. Et les spineux de la CAQ ont comme saisi cette opportunité-là en disant le Québec va développer une industrie de l'armement qu'on a déjà en partie et on va fournir ces compétiteurs-là des Américains. Donc, tu deviens une espèce de compétiteur des Américains qui est ton voisin et ton protecteur d'un point de vue géostratégique. C'est quand même un drôle de pari, là, on va se dire, monsieur Legault. Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que très grande majorité des compagnies d'aviation, de technologie / militaire au Québec, c'est pratiquement toutes des compagnies américaines. Pratt & Whitney, je pense que c'est RTX, Textron qui font des hélicoptères, General Dynamics, il y en a une couple d'autres. Je pense que ça a été racheté, la compagnie, comment ça s'appelait, ceux qui font les trains d'atterrissage, le F-35, je pense que ça a été racheté.
Héroux DefTech. Donc, toutes ces compagnies-là, c'est américain. Ben oui. Et vous allez donc développer un pôle d'armement pour faire compétition aux Américains dans une industrie que les Américains dominent, même chez vous. Ah non, mais ce tweet-là était... Ce tweet-là... Moi, j'ai pensé... Je sais pas s'il prend un coup, François Legault, je sais pas s'il boit, là. Mais non, mais j'ai pensé qu'il était... Il boit pas, il devrait commencer, là. Ouais, commence si tu bois pas. Non, je l'ai relu, j'ai regardé, là, je te vais voir le compte, parce que je sais à un moment donné qu'il y a eu un François Legault, un genre de compte pas vrai, c'est une joke, avec la même ça, photo. Là, j'ai dit, ben, attends, je pensais pas que c'était vrai, là. Sérieux, là? Parce que, je vais redire ce que j'ai écrit. C'est, par chez nous, on appelle ça jouer avec les poignées de ta tombe. Tu sais, je veux dire, tu t'amuses pas que les Américains de même, tu dis pas des affaires de même. Voyons, t'es qui, là? Il me semble que ça faisait consensus avant, ça, de pas trop jouer là-dedans, là. Tu sais. Non! On a-tu besoin vraiment de réveiller le gars et de dire « Wow, qu'est-ce que tu viens de dire là? » Et le pire, c'est qu'il y a du monde qui n'a pas vu ça, là. Pour vrai. Non, c'est... d'ailleurs, le commentariat politique au Québec est littéralement attardé. Là. Rappelle-toi l'histoire de Construction Maison Canada, là, le programme de Carney de faire des maisons. Toutes les espèces de spineux politiques là, dans des shows comme La Joute et compagnie, ils ont tous parlé du non. Le scandale, c'était le non, et non pas que le gouvernement du Canada allait prendre en charge la construction résidentielle. Ben oui. Une politique littéralement communiste. Donc, faut vraiment sortir du dôme pour voir un commentariat puis une analyse politique qui sort un peu, je veux dire, de la norme. C'est complètement débile, le niveau de commentariat. Je veux dire, on est dans les ligues mineures, même au niveau sportif, à part quelques exceptions. Tu as vu comment les débiles, d'ailleurs, ont traité du record de Ovi. Ça a pris une couple de débiles pour amener de la politique là-dedans. Mais bref, cet épisode-là est complètement débile. Puis tu as vu, il y en a un qui dit, si Ottawa, un tweet qui était littéralement « vote en guerre ». Là. On attend qu'Ottawa pour lancer l'armement. Là, vraiment, tu parles de quelle guerre? Il parle de la Russie, il parle de... Puis là, tu dis à mot couvert que tu vas t'opposer aux Américains. Puis ça, en passant, moi, je le répète, ces tweets-là, c'est repris par le consulat américain à Montréal ou à Québec, puis c'est envoyé au département d'État. Là. Donc, les Américains, le département d'État qui fait un État toujours stratégique de qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, il y a des briefings qui sont faits sur le Québec, sur le Canada. Et ils vont Jerry était témoin de ça. La consul est venue au bureau de Radio Pirate à un moment donné, puis elle nous a raconté qu'est-ce qu'elle faisait de ses journées. Ce qu'elle fait, c'est ça. Elle veut avoir le pouls des gens, le pouls des médias, elle fait un rapport quotidien sur ce qui se dit, ce qui se passe, sur le politique, ce qui se dit dans les médias, etc. C'est ça leur job. Ça, ces gens-là, généralement, sont extrêmement bien branchés. S'ils sont nommés consul ou ambassadeur, c'est parce qu'ils sont vraiment dans les bonnes grâces du régime, puis généralement, cette information-là est prise très au sérieux. Donc, moi, je pense que toute la presse négative envers Trump et tous ces narratifs-là pro-Europe, anti-américains, au final, ça arrive. Je dis pas que ça arrive le matin sur le bureau à Donald Trump. Il dit, voyons non, ce qu'il a dit là, Monsieur Legault, là, c'est pas ça que je dis, mais en général, dans la planification stratégique américaine, c'est pris en compte. Puis cet établissement-là, en passant toute cette machine-là en arrière, là, ils ont des politiques qui sont poursuivies. Sur la loi 96, c'est pas Trump qui se sont braqués là-dessus, c'est le département du commerce, puis c'est une politique qui date même d'avant Trump. Biden était contre ça. Même chose sur la taxe contre les géants du web américain, là, la taxe de Trudeau. Biden était prêt à aller au bat avec ça. Le département du commerce américain était prêt d'aller en guerre commerciale avec le Canada là-dessus. Donc, il y a des enjeux, puis moi, je le répète, sur la politique des tarifs à l'heure actuelle, il y a des démocrates qui salivent à l'idée de reprendre cette POC-là puis d'aller plus loin même. Donc, c'est un enjeu. Les Canadiens, les Québécois ne réalisent pas à quel point oui, les Américains sont divisés sur un fond partisan, mais sur des enjeux comme ça, la machine, en général, va continuer sur des enjeux, sur des troncs qui sont assez communs là, entre les deux administrations. Là. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Pirater, c'est légal. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Tu parlais de ce qui était écrit sur le record de Ovi et de Gretzky, parce qu'on était fourrés, parce que là, Gretzky est devenu cancellé. Là, ensuite, t'as Ovi qui est un pro-Poutine. Et j'essayais de penser, si mettons, au pire, si mettons, le match ultime, au lieu d'être joué avec les Islanders, il est au Centre Bell, puis que ça se passe... Mais ça aurait dû... Ça serait... Tu sais, t'as Gretzky dans une loge, t'as Ovi...
Là, tu as les Québécois dans la foule. D'après moi, ça n'aurait pas été le même vibe que ce qu'on a vu à New York, mon frère. L'hymne national hué, l'hymne national américain hué, Oui, là, t'as des Russes. Non, honnêtement, on n'est pas des gens sérieux. Ça, c'est le fanbase d'une équipe, une des plus attardées au monde. Là, ça, c'est drôle. En grande partie créé par les médias. Moi, ça me fait rire à chaque fois que je vais au Centre Bell. Il y a deux affaires qui me fait chier. Premièrement, quand je vois l'espèce de déclaration qu'on est sur des terres Mohawk non cédées, ce qui est un... Je dis, ça n'a jamais été des terres Mohawk, là. Pourquoi vous avez cédé à ce discours-là? Je crisserais mon camp du Centre Bell. À chaque fois, je garocherais ma bière à 18$, je m'en irais. Deuxième affaire, quand je vois la pub avec toutes les espèces de chroniqueurs de la presse attitrés au Canadien, il y a à peu près 5-6 personnes à temps plein qui couvrent le Canadien avec, tu sais, on voit que personne lit vraiment, là. Puis que personne lit, là, Puis on voit aussi justement des petits channels indépendants comme notre chum Max, tout ça, qui font un bien meilleur job que ces monstres subventionnés-là. Et ça, parmi ces chroniqueurs-là, ils ont eu les takes les plus débiles pendant la pandémie. J'en ai ressorti un, il y a notre ami Alexandre Pratt, qui disait, faut que je le rappelle, là. Parce qu'il y a eu un esti d'épisode, moi, de ce temps-là, moi, je boycottais de hockey, j'étais trop en crise, là, en 2020, 21, 2022, là. On a quand même fermé des arénas pendant plusieurs saisons successives. Puis il y a eu quand même, parallèlement à ça, un groupe d'études sur comment favoriser le hockey au Québec, le développement, parce qu'on a pas assez de joueurs dans la Ligue nationale. Quand même paradoxal que ces deux choses-là puissent arriver en même temps. Il y a eu quand même des séries de la Coupe Stanley avec personne dans les estrades, du monde agglutiné dehors le Centre Bell, alors que les stades de football et de hockey partout aux États-Unis étaient pleins. C'est vraiment un autre papier de test intelligent. Et là, t'avais Alexandre Pratt qui accusait, je pense, le DG des Golden Knights d'avoir propagé la COVID au Centre Bell parce qu'il s'est pas placé en isolation. Tout ça. Des takes de débiles que ces gens-là n'ont pas supprimés. Et là, moi, j'arrive avec, là, pouvez-vous expliquer que l'année passée, on avait exactement la même courbe que cette année. Ouais, mais là, ça prend pas la vaccination en compte. Là, tu montres deux graphiques. Israël, le pays le plus vacciné au monde, puis la Palestine, le pays le moins vacciné au monde. Ils ont exactement la même courbe. Là, le gars, il m'a bloqué. Ben oui. Fait que tu vois que c'est genre, on a affaire à des espèces de crétins qui faisaient c'est très faible. Qui fantasmaient à faire des tableaux croisés dynamiques sur les nombres de cas puis les hospitalisations au Québec, là, dans leur temps libre. C'est lui qui se pose la question de savoir, est-ce qu'on devrait célébrer le record de Ovi parce que Ovi est proche de Poutine? Tu sais, je veux dire... Premièrement, là, objectivement, premièrement, je suis un fan de hockey. Je suis pas un fan du Canadien, moi, je suis un fan de hockey. J'aime ça jouer, j'aime ça. Je suis la Ligue. Et objectivement, le record d'Ovi puis tout ce qui a précédé, ça a été extrêmement bénéfique pour la Ligue puis pour le hockey en Amérique du Nord. Puis même plus que ça, faut donner le crédit à la Ligue, à tout le marketing autour. C'est une année spectaculaire avec les Four Nations, un événement qui a été extrêmement bien ficelé. Ça leur a amené le fun dans le hockey, une certaine compétitivité. Oui, il y a le fond de la guerre. C'est tellement bon coup que dans une négociation de fin de guerre où il y a probablement 1,5 million de morts, le président de la Russie, dans cette négociation, parle d'un match de hockey qui va égaler ce qu'ils ont fait. C'est capoté, là. Dans un monde normal, là, puis la diplomatie, c'est ça, c'est d'utiliser, t'essaies de trouver des points en commun pour te rapprocher. Et dans un monde normal, on utiliserait le hockey, puis le Canada, nous, historiquement, c'était ça notre rôle dans le monde. On est des médiateurs. Les casques bleus, ça vient de nous autres. Je veux dire, on n'est pas une puissance militaire, mais on est, entre guillemets, neutre. Bon, on l'était avant. On était capable de rapprocher les gens. Puis on est une puissance mondiale dans le hockey. Comment ça que, justement, on n'utilise pas cette ligne-là pour rapprocher les pays? Puis dans la guerre commerciale, tu as vu qu'il y a un acteur qu'on voit depuis le début, proche de Gretzky, proche de Ovi, qui est dans l'entourage des Capitals. D'ailleurs, ça a été tweeté par, je pense, Dimitri Souda il y a une couple de jours. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le directeur du FBI, Kash Patel, était dans la loge de Gretzky. Il se trouve que Patel, c'est un fou de hockey. Il joue amateur depuis, je pense, des années sur la glace des Capitals, la glace d'entraînement. Il entraîne une équipe mineure dans la région. Puis il en parle activement. C'est vraiment un gros fan de hockey. Ce qui est relativement rare pour des personnalités américaines, souvent des gars de football ou de baseball en général. Donc, encore une fois, pourquoi qu'on n'utilise pas ça comme point de rapprochement avec une administration comme celle de Trump? Moi, ça me passe. Tout est dirigé par l'émotion et les gains politiques à court et à moyen terme. Tu l'as dit pareil, ils veulent le conflit.
Oui. C'est payant, ce conflit-là, pour eux autres. Ils le veulent. Ils veulent pas que ça se règle. Ils ont plein d'opportunités. Il y a plein de lumière. J'en reviens sur Alexandre Pratt. J'ai envoyé le texte les photos qu'on a eues hier. J'ai envoyé le texte à Régent. Régent m'a appelé à 9h30 quand il a vu ça. Il a dit tabarnache. J'ai dit ton ancienne presse, Reg. Hey, tu connais. Il connaît un peu les acteurs. Là. Il sait comment capoter ils sont. Là. Mais, tu sais, mettons qu'on veut en faire de la politique avec Ovi. Là. Pourquoi eux autres décident qui est bon, qui est mauvais? Moi, sincèrement, là, je veux dire, la Russie, je ne suis pas allé. J'ai des gens que je connais qui sont allés. Les choses que j'entends de la Russie, c'est plus conventionnel, c'est plus ce que c'était le Québec, mettons, les années 70-80. Les gens capotent les gens aiment vraiment Poutine pour vrai. Les Russes adorent Poutine. Je veux dire, ben, regarde, juste ça, moi, genre, ouais, à ce point-là. Non, ils l'adorent. Je dis, nous autres, quand est-ce la dernière fois qu'on a adoré un politicien? Bon, il y en a qui vont dire probablement René Lévesque. Moi, j'étais trop jeune pour ça. René Lévesque, les grands. C'est ça, les gens de même. Reagan aux États-Unis, peut-être beaucoup aiment Trump de cette manière-là aussi. Mais nous autres, c'est pas arrivé depuis un crise de bout. Puis, tu sais, j'ai pas ce qu'il faut pour analyser ce qui se passe en Russie. Puis, c'est-tu correct de lui, il aime Poutine ou lui, il aime pas Poutine, etc. J'ai pas ce qu'il faut. Puis lui non plus, Alexandre Pratt, il n'a pas ce qu'il faut. Ovechkin a le droit d'aimer qui il veut dans son pays, comme Pratt a le droit d'aimer la fille de QS ou encore François Legault ou Carney puis détester Poilievre. Mais pourquoi eux autres, la minute qu'ils décident qui est bon et qui sont les mauvais, à partir du moment où quelqu'un aime un mauvais, il devient quelqu'un à abattre, un genre de monstre, quelqu'un qu'on doit canceller, etc. Qu'est-ce que je suis tanné de ça, Joe? Sérieux, je suis vraiment tanné de ça. Là. Mais c'est surtout, c'est dans l'hypocrisie, c'est quand même que c'était ça. J'ai quoté ton tweet hier en disant ils savent-tu que le meilleur espoir du CH, c'est Demidov, c'est un Russe? Oui. Il est en Russie, donc tu penses-tu qu'il est comme un opposant au régime Poutine? Là? Mais non, non. Puis l'autre, le meilleur scoreur du Canadien, c'est un pro-Trump, c'est connu. Ah oui, mais il l'a jamais annoncé. Moi, je veux dire, c'est connu que beaucoup d'athlètes, dont ces jeunes-là, cette jeune génération-là, regardez les Dodgers hier à Maison-Blanche. Pensez-vous que ces gens-là détestent Trump? Regardez les Panthers quand ils étaient à Maison-Blanche. Je veux dire, sont tous arrivés habillés comme Trump. Faut quand même lire entre les lignes. Là. Ça me fait rire, les espèces on les voit sur Twitter, là. Ah, fans de sport, amateurs de microbrasserie, ni de gauche, ni de droite. Ces gens-là, c'est les plus débiles anti-Trump, sont fous de sport ou les participants, les stars c'est vrai sont fous de Trump, toute la gang. Comment vous faites pour réconcilier ça, là? C'est quand même une pas pire de contradiction. Là, tout le monde que vous admirez sont tous en admiration pour Trump en grande partie. Au football, au golf, au baseball. Je veux dire, moi, j'adorais Tiger Woods. J'adore Tiger Woods. Tiger Woods, il a dit en entrevue cet été, j'ai pas dormi pendant une semaine quand j'ai su que il l'appelait président Trump, mais c'était pas élu. Président Trump a manqué mourir. J'ai pas dormi pendant une semaine. Et là, maintenant, il est heureux de dire qu'il est dans la famille par la fesse gauche, etc., etc. Là, le monde... oui. Là, on va canceller Gretzky, on va canceller Tiger Woods, on va canceller Tom Brady. Par alliance. Ils sont là comme par alliance, par réseau étendu. Là. Ils sont pas candidats pour le Parti républicain. Là. Voyons, c'est complètement débile, ça. Il y a bien du monde qui sont liés à la politique au Québec, au Canada, qu'on n'a pas cancellé. Tu sais, je rappelle-toi, Larac est une espèce de vegan pro-QS. On l'a jamais jeté en dessous du boss à cause de ça. Mais non. Alors c'est littéralement parti. Puis moi, j'ai écouté la série 1923 de Taylor Sheridan. J'ai fait hier, la dernière saison. C'était avec Harrison Ford. OK, Harrison Ford, il n'est pas aussi fou que Robert De Niro, mais sacrément, il est anti-Trump à mort. Ouais. Hey, ça ne m'empêche pas d'écouter et de trouver qu'il est extraordinaire. Pourquoi l'autre gang n'est pas capable de mettre ça de côté? We don't fucking care pour qui il vote. Costner est assez démocrate aussi, je pense. Hein? Oui, aussi. Oui. Parce que j'ai écouté la version originale. Comment ça s'appelle? Yellowstone. La version originale. Après tout ce temps-là, finalement, je l'ai écouté. Puis sais-tu quoi? On est capable de passer par-dessus. Ben oui. Quand je joue, je suis capable de m'entendre avec des gens sur lesquels j'ai pas des similarités sur tous les enjeux politiques, parce que précisément ces gens-là sont capables de mettre de côté la politique quand on fait des choses ensemble qui nous rapprochent. Je veux dire, je joue au hockey avec Biz de Locolacan, qui est c'est un souverainiste passionné et militant. Je veux dire, quand on joue au hockey, on est une gang, on va prendre une bière après et on s'ostine pas
Voilà. sur des questions politiques. On est capable de mettre ça de côté, puis c'est vrai avec plein de monde. J'étais la semaine passée, je suis allé au podcast de Rémi Villemur, un jeune homme qui est à Cube Radio, tout ça. Il dit, justement, là, je pense que le concept du podcast, c'est d'inviter du monde avec qui il n'est pas d'accord. Finalement, mais il dit, j'ai plein de questions, tout ça. Finalement, on a parlé de Montréal pendant 1 heure, puis on est d'accord sur à peu près tous les mêmes sujets. Bon, on va pas s'ostiner sur le... Je veux dire, il complétait pratiquement mes phrases, puis moi aussi. Donc, on est capable probablement de trouver des terrains d'entente. Donc, le sport devrait être justement cet échappatoire-là où la politique, même si c'est des gens qui sont des deux côtés, où on devrait laisser ça de côté puis focusser sur l'élite, tu sais, briser des records dans le sport, c'est quand même, il y a quand même de quoi d'exceptionnel là-dedans, c'est l'accomplissement, rappelle-toi, moi, je me rappelle, avec Ovi, c'est particulier parce que tu te rappelles qu'il a commencé, tu sais, il y avait un peu deux personnalités. Tu avais Crosby, qui était un peu l'élève modèle, tranquille, tout ça, puis tu avais l'espèce de tempête russe qui arrivait, qui se garochait dans les bandes quand il célébrait, il jouait de manière robuste, tout ça. Puis je me rappelle que tous les experts, commentateurs disaient « Ah, Ovi, Ovechkin, il pourra pas jouer toute sa carrière comme ça, il va être blessé. » Il y en avait juste un qui disait que je prendrais Ovi par-dessus Crosby. C'est moi, le seul, il y a 20 ans, qui disait ça. Ouais, moi, j'aurais pris quand même Crosby, j'avoue. Je pense que j'aime mieux Crosby qu'Ovechkin, mais c'était un joueur qui est spectaculaire, qui a donné... T'as vu... Hockey USA ont tweeté hier, je pense, dans l'espace de 10 ans, les inscriptions dans le hockey dans la zone métro de Washington ont augmenté quelque chose comme 200%. Donc, il y a un effet Ovechkin sur le hockey aux États-Unis, comme il y a eu un effet Gretzky, etc., etc. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour le hockey. Là. Vous pouvez pas être fan de hockey puis lever le nez là-dessus. Là. Vous êtes c'est malhonnête. Ah non, mais c'est quand même... Tout ce qui c'est... Surtout, tu sais, Gretzky... Moi, j'aimais ça que Gretzky... de ce que je comprends, Gretzky, là, il a été affecté par les premiers jours où il a été cancellé, il s'est fait mettre de la marde sur sa statue, etc. Mais il s'est pas gâché, par exemple. Non. Il était avec Patel dans sa loge les deux soirs en passant, les deux après-midi. Donc, il n'a pas l'autre backé. L'autre pas à domicile. Exact. Il n'a pas backé zéro. Ça veut dire... Moi, regarde, j'avais pas d'idée ben sur... Tu sais, Gretzky, je le connais comme joueur, mais comme personnalité, pas tant que ça. Mais ça m'en dit beaucoup sur lui. Il y avait une forme de fuck you avec qui il était dans sa loge. C'était un peu un message de même qu'il a envoyé. Fuck you. Vous ne déciderez pas qui sont mes amis. Vous ne déciderez pas pour qui je vais voter. Tu sais... les joueurs de hockey, je ne suis pas surpris. Là. Les joueurs de hockey, c'est des toughs. OK? C'est des toughs dans leur tempérament. Moi, je viens de l'école du hockey. J'ai toujours dit que probablement que je n'aurais pas tenu dans plusieurs tempêtes. Je n'aurais pas été élevé dans le hockey de la manière que j'ai été élevé. Puis, c'est ça que ça fait. T'sais, Bobby Orr s'est tenu de même aussi dans les dernières semaines. Bobby Orr a fait la même chose. On parle de grands, là. Alors que dans plusieurs milieux, ces gens-là se seraient écrasés, auraient quasiment demandé pardon, mon oncle, auraient caché leur véritable fond. Ben Chris Gretzky, là, il n'a pas été battu pour rien. S'il était gros comme rien, s'il n'avait pas le meilleur coup de patin du monde, s'il était capable de compter autant de buts que ça, c'est parce qu'en dedans, il y avait une petite flamme. Le sport progresse avec des talents générationnels comme ça. Là. Oui. Et il y avait une petite attention, c'était beau, je sais pas si tu as vu, Gretzky avait la pin de Gordie Howe, donc pour souligner lui qui avait battu le record. Et c'est après le même délai, 30 quelques années, le même nombre de matchs. Si tu veux dire, toutes les étoiles sont vraiment alignées avec ça. Puis l'espèce de trivialité dans lequel Ovi, très humble aussi, là, le gars, moi je le répète constamment, le gars joue d'une ligue de garage. Là. Il arrive, il y a de la bière dans la chambre, le gars, il est en sandales, il prend une bière avant la conférence de presse. Je veux dire, le gars a une shape de gars qui est genre électricien puis qui joue au hockey 3 fois par semaine on the side. C'est absolument fascinant, ça là, c'est extrêmement bénéfique pour le hockey dans un monde où le sport professionnel est maintenant très, très aseptisé. C'est pratiquement devenu des machines inatteignables. Tu as le gars qui démontre que en fin de carrière, il y a une saison exceptionnelle puis il bat un record. C'est très, très... T'as vu toute la série des athlètes t'as eu je pense Michael Jordan, t'as eu LeBron James, le gars de football là, qui joue toujours le nom. Tu sais, il y a eu beaucoup d'interventions qui l'ont souligné. Puis ça, c'est extrêmement positif pour le hockey. Là. T'as Tom Brady qui a fait un... Tom Brady, c'est ça. Le hockey a énormément de catch-up à faire comparativement aux autres ligues. Tu sais, les chiffres, c'est des budgets, c'est du pocket change comparativement les autres ligues. Donc, au final, là, c'est extrêmement bénéfique pour le hockey. Moi, je trouve ça fascinant.
puis ça mène dans les séries, l'équipe domine dans l'Est. On va avoir, je pense, une bonne saison des playoffs. Enfin, le vrai hockey commence. Mais le hockey est en meilleure shape que ce qu'on pense, parce que nous autres, on est dans notre bulle québécoise où on voudrait que le hockey soit uniquement québécois et ontarien, canadien des fois. Mais, tu sais, regarde, moi, j'étais à 1h15 de l'aréna, là. T'sais. Donc, il faut que tu prennes la 95, qui est quand même une estie d'autoroute dangereuse. Puis après ça, tu bifurques ou après, tu prends la Turnpike, peu importe. Et après ça, tu prends la Sawgrass Expressway, puis tu arrives à l'aréna. Donc, puis mon voisin d'en face, avec ses 2 enfants, sa femme, 4 billets de saison. Mon voisin d'à côté, sa femme c'est une fille de l'Inde, OK? Lui, c'est un All-American, mais elle, c'est une fille de l'Inde. Les 2 enfants, si tu les vois, tu dis, OK, ils sont indiens, c'est sûr, mais ils n'ont pas beaucoup de traits de lui, beaucoup de elle. Elle, c'est une maniaque, là. Eux autres, ils descendent. Quand ils descendent la fin de semaine avec les enfants, là, les enfants, ce qu'ils aiment, c'est d'être dans le warm-up quand le warm-up commence. Ils arrivent dans l'aréna en premier, là, et ils descendent en bas sur le bord de la game. Là. Moi, je regarde les joueurs. Moi, si je manque le warm-up, je fais le mal que la game. Là. Quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, ben voyons, what the fuck, j'ai dit, jamais j'aurais pensé ça d'elle. Elle, sa famille vient ici. Ça n'existait pas. Peut-être en Floride, je pense que tu es allé il y a comme 20 ans. Ça n'existait pas avant. Ça a été créé de toutes pièces avec, justement, tu as eu les coupes de Tampa Bay, tu as eu ensuite les Panthers. Mais tu sais, la stratégie, il faut donner le crédit à Bettman. La stratégie des États-Unis, puis du sud des États-Unis, oui, ça n'a pas fonctionné en Arizona, mais c'est des marchés qui méritaient d'être développés, puis c'est là qu'elle mais en Arizona, ça n'a pas marché parce qu'il y avait des mauvais propriétaires. C'est probablement pour ça que ça n'a pas marché aussi à Atlanta, une question de localisation, tout ça. Mais des marchés comme Houston, ça fait probablement peut-être plus de sens que... Bon, Québec devrait avoir une équipe, on s'entend, là, c'est un marché relativement naturel. Mais les marchés, c'est là que le hockey va se développer. Puis tu vois, tu sais, l'espèce de fan traditionnel du CH, ouais, mais Bettman, tu sais, non, la Ligue a extrêmement progressé avec Bettman. La Ligue s'est enrichie. Les propriétaires, les joueurs se sont enrichis avec Bettman. Ça l'a passé à un autre niveau. C'est pas au niveau des autres ligues, là. Mais tu vois que le monde ne comprenne pas la game quand ils chient sur Bettman et les équipes américaines. Mais non, il y a une raison pourquoi le hockey progresse aux États-Unis. Puis tu vois, des fois, je sais pas si tu as vu, il y a une couple de TikTokers qui regardaient pas le hockey puis maintenant sont rendus, là, ils disent, voyons, c'est quoi ce sport de fou-là? Il y a beaucoup de gens d'Afro-Américains qui à ce font des TikTok en regardant des highlights de hockey. C'est quoi ce sport de fou-là? Ils peuvent se battre? C'est quoi cette affaire-là? Ils connaissaient pas ça. Donc, extrêmement, moi, je pense que la possibilité de croissance du hockey est phénoménale. Faut juste trouver les bonnes combinaisons. Là. Fowler, c'est un Floridien, là. Ben oui. Encore une fois, une autre affaire. Donc, votre gardien espoir, c'est un gars qui est né en Floride. Pensez pas que ce gars-là supporte Trump 100%. Mais non, si je peux vous le dire d'avance, je mettrais n'importe quoi là-dessus. Ben oui. Éric Duhem est allé dans la chambre, je le dis, là, puis je pense que ça ne dérange pas que je le dise, mais Éric est allé dans la chambre avec Marchesso à Vegas. Ben oui. Puis ça a parlé de politique. Là. Le Marchesso, il l'a présenté comme le chef du Parti conservateur, donc républicain au Québec, là, où lui vient. Puis là, les joueurs, ah, yes, parfait, high five, tout, ouais, donc. Il a dit, il y en a qu'un qui va te faire pas le high-five. Le seul démocrate qu'on a, c'est le gars des bâtons là-bas. Puis je l'appelais maintenant Joe. Là. Il dit, il y a Joe qui est démocrate. Il dit, lui, il est fourré. L'autre monde va te parler. Donc, toute la chambre au complet est très pro-Trump. Toute la gang au complet. Au golf, moi, j'ai été dans un souper de gars de la PGA et à la table, ça bitch le seul démocrate de la gang. Là. Donc, oui. D'ailleurs, c'est Marchesso, si je me souviens bien. C'est Marchesso qui avait lui-même contacté Eric pour l'inviter. Puis il avait publiquement appuyé, extrêmement courageux à une époque, c'était dangereux de le faire, bravo. Mais ça. Quel boy, MVP ensuite l'année suivante, wow. Hey, une affaire sur laquelle j'ai changé, là, tu viens de parler de Québec, là. Moi, tu sais, j'étais indifférent à l'histoire des Nordiques. Je me disais, écoute, ça peut pas vivre, le marché peut-être un peu pauvre, les équipes maintenant avec les budgets, le coût d'acquisition, tout ce que tu veux, le dollar canadien, mais ça, puis, ultimement, ça va prendre peut-être un genre de coût d'argent public là-dedans. Donc, moi, quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Mais là, maintenant, je suis rallié. Là. Parce que je pense que c'est le seul moyen de rééquilibrer le pH dans la société québécoise. Les gens ont beaucoup trop de temps. Ils manquent de passion. Nous manque, tu sais, ça nous prendrait une équipe de basket, ça nous prend une équipe de baseball. C'est trop politisé. Parce que là, avant, là, on peut bien rire de, mettons, même nos émissions de TV, OK? On peut même rire même de la musique québécoise. On pourrait même rire de Diane Tell. On pourrait même rire de Belgazou. On pourrait faire un paquet d'affaires. Diane Dufresne, regarde, mettez-en. Mais il y avait un star system pour vrai. Même si c'était un star system qui était
peut-être Les gens qui hyper... réussissaient en Europe en passant pour tu sais, ça n'a rien à voir. Là. Non, c'est ça. Donc, il y avait on écoutait des shows de TV pour vrai, on écoutait La Petite Vie, on écoutait L'Ancien Compte, on écoutait Scoop, on écoutait la patente il y avait une créativité et une certaine vie, on va se le dire. Oh oui, tu sais, on allait voir je suis allé voir des shows d'Offenbach, moi, là. Je suis allé voir des shows de Corbeau, là. Tu sais, j'ai été voir des shows de April Wine qui venait de Montréal, mais tu sais, il y avait une culture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens avaient des affaires à faire. On allait aux expos, on regardait Gilles Villeneuve, on regardait Jacques, on regardait le Canadien nordique à tour de bras. On se frappait ça d'en face dans des feux qu'on se faisait au mois de juillet en chum. On se mettait à parler de hockey, imagine-toi. Donc, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à jaser. Tout ça a levé le feu, OK? Il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'émissions de TV, il n'y a plus vraiment de musique québécoise, on n'est plus capable de nommer personne. Il n'y a plus d'expo. Il n'y a plus de Jacques Villeneuve, il n'y a plus de Patrick Carpentier en Indy avec Tagliani. Il n'y a plus rien. Donc là, les vedettes, c'est devenu la fucking politique. C'est de ça qu'on parle, même nous autres, à longueur de journée, Carlis. Il faut changer ça. Puis, je pense que ça passe par, premièrement, ce qu'on a eu dans les années 80 qui a fait que le Québec, au moins, s'il y avait de faire le fun, ben ça passe par le retour des Nordiques. Je suis obligé de vous dire que c'est... Maintenant, ça fait... Je suis même capable de mettre 500 millions de dollars dans l'argent public. Ça peut amener un peu de vie à Québec, mais sérieux, j'étais là en fin de semaine. Non, c'est le désert. C'est une des villes les plus plates au monde, là, je vais vous le dire. Il n'y a rien qui se passe. Là. Rien. J'étais dans le lieu de Québec, ça a fait à mon frère. On va passer la fin de semaine. Là, il y avait un genre de vendredi soir, il y avait un genre de bar en avant. Il y avait l'air dans du monde. On va y aller demain, on va revenir du souper, on va aller prendre un verre. Chris a fermé le lendemain. Samedi soir, le bar marchait. T'as fermé. Samedi soir. Le bar est fermé samedi soir? Ouais, ben, dans le genre de sur Saint-Jean, c'est pas trop. Je sais pas si sa valeur est relativement jeune, ça, mais Chris, c'est en face de l'hôtel, on va aller là. Samedi soir, c'était pas ouvert. Mais, puis ce que les gens comprennent pas aussi, c'est que c'est une des places les plus chères au monde, Québec, là. Oh. Moi, j'étais dans les Alpes suisses en décembre, puis ça me coûtait à peu près ma faire déjeuner qu'à Québec. Mais ça n'a aucun sens, ça, là. C'est fou, elle. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, ville de vieux. Ville de vieux. Beaucoup de vieux. Des jeunes vieux aussi, là. Tu sais, moi, ça me fait rire. Là, il y a des boomers de 30 ans à Québec, là. Oh. Ça se couche à 9h la semaine, puis ça va au Costco comme activité de couple le dimanche, là. C'est quand même... vous voulez faire un pays ou une nation avec ça, je veux dire, vous avez besoin de vous prendre de bonheur, là. Mais le show de country est plein, man. Tu vois là, puis c'est bien plein, là. Je suis là jeudi soir, moi, puis c'est plein au bouchon. En fait, c'est une ville qui vit 2 semaines par année lors du festival d'été. Là, les gens ont le droit de sortir tard la semaine. Oui, c'est ça. Oui, pas vrai. Ça, les 2 seules semaines qui fait beau. Les gens m'écrivent « Ouais, mais là, moi, je vais être... » Je comprends, il y a des exceptions. C'est comme les boomers pirates. Là, ils ne prenaient pas tout au premier niveau. Mais en général, vous ne pouvez pas nier le déclin de la ville de Québec. Là. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je m'entendais justement avec Villemur. Il disait, moi, j'étais allé à une des dernières Saint-Jean à Québec, étant un gars de Montréal, tout ça. Je veux dire, il y a quand même une festivité qui a disparu à Québec, là, on va pas se cacher. Là. C'est la bombe qui l'a tué. Le fun l'a tué, exactement. Ça, c'est drôle, parce que ces gens-là qu'on élit, rappelle-toi, la bombe, c'était supposé d'être l'espèce d'administrateur qui va juste mettre de l'ordre en place, puis il n'y a pas trop d'autres intentions. Finalement, on se rend compte que c'est des petits dictateurs décomplexés qui veulent réorganiser la vie de tout le monde. C'est ça le problème. Ces gens-là s'accrochent, sont là beaucoup trop longtemps. Puis à cette heure, il est chroniqueur dans la presse. Qui aurait dit ça avant de les lire? Fait que c'est... d'où la nécessité de faire votre due diligence. On va-tu se ramasser avec des communistes encore une fois? Là? Oui. Thank you, Joe. Belle ride. Cheers. Très belle ride.